L'Apple Vision Pro, le casque de réalité mixte, est déjà dans On refait le Mac. Que vaut l'ordinateur spatial d'Apple? L'immersion est-elle totale? La navigation aussi simple qu'un iPhone? Le confort est-il au rendez-vous? Bref, avons-nous un effet waouh? Pour quels usages? Va-t-il à terme remplacer nos ordis ou envahir nos salons, voire nos rues? Quelle est la killer app? Qu'a-t-il de plus face à la concurrence, notamment le Quest 3 de Meta? Quid de son prix? Est-il justifié? Quelle baisse peut-on espérer pour le rendre accessible à tous? Le Vision Pro va-t-il faire un flop? C'est pas. Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, Elias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. On a cassé un petit peu la programmation exceptionnellement qu'on avait prévue pour les 40 ans du Mac. On retrouvera notre ami Jean-Louis Gasset la semaine prochaine pour célébrer encore avec lui les 40 ans du Mac. Pourquoi? Parce que l'Apple Vision Pro est arrivé. Un grand merci à vous qui vous avez été très nombreux la semaine dernière à nous suivre pour notre live improvisé depuis San Francisco grâce à notre ami Didier pour découvrir avec nous l'Apple Vision Pro. Vous étiez près de 15 000 vues rien que sur YouTube. Merci infiniment. Merci Didier et merci à Christophe de s'être improvisé. Un super réalisateur de luxe depuis nos cuisines respectives. Avec comme invité cette semaine, vous les avez devinés en plateau, et chroniqueur le fantastique Laurent Pantanache. Bonjour Laurent, regardez comme il est beau, on dirait un skieur. Ça va? Ouais, on dirait un skieur, mais c'est une piste verte, si avec le fond vert. C'est ça. Et ses yeux. Oh là. C'est ce regard, hein, ce regard. En fait, j'ai le regard de. Alors, Christophe on peut voir ce que tu vois parce qu'on a mis en place une solution qui permet de récupérer l'image. Et regarde-moi et vous voyez le fond vert du studio. Donc là, j'ai le script. Hop. Grâce à qui nous avons ce soir ce casque, parce que c'est le casque d'Underside, et toi qui es caché derrière. Tu vois, si je bouge pas. Hop, si je veux te voir, hop, j'ai qu'à déplacer la fenêtre. Voilà, je te vois. Magique. Et je remets ma fenêtre devant pour pas te voir. Merci beaucoup, j'en achète 3. En plateau, également notre ami Magic, Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane, comment ça va? Bonjour à toutes et à tous, bonjour. Quel enthousiasme, quel enlève son enthousiasme chez lui, il adore son produit. Il adore. C'est bon, ça va. Allez, le champion du jeu de mots, notre maître capello de la tech, monsieur Christophe Degrave, d'Underside. Bonjour développeur. Underside, j'ai bien dit. Tu l'as presque bien dit. Ouais, Underside. Donc Underside, qui est donc un studio de développement. C'est grâce à ta boîte qu'on a ce soir le casque. Merci infiniment de nous le prêter le temps de cette émission. Avec plaisir. Et pourquoi tu as choisi de l'acheter si rapidement? Parce qu'en fait, Underside, c'est une agence du monde numérique. On accompagne les entreprises en fait, dans leur transformation numérique. Et puis surtout, on développe des applications sur smartphone, sur tablette, sur casque de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Non, monsieur. Ordinateur spatial. Et ordinateur spatial, j'allais le dire. Et ça depuis un peu plus de 23 ans. Ben oui. 23 ans? Eh oui. Tu as commencé à l'école maternelle. J'étais tout petit. Voilà. Bon. En duplex, le plus beau profil du monde de la tech, on peut le dire, surtout avec un Apple Vision Pro. Monsieur Didier Poulicani de Mac Forever. Bonjour Didier. Bien rentré à San Francisco. Écoute, je suis encore un petit peu jet-lagué, mais on va dire que ça va. Bon. Voilà. J'ai ramené mon petit casque, j'ai réussi à passer la douane et tout avec, donc tout va bien. Bien, tu as ramené le nôtre, on ne devrait pas le dire, mais enfin le nôtre, celui d'Underside. Oui. Donc, merci voilà. Didier. Merci Didier. Et puis un salut particulier aux membres du club ORLM. Vous le savez, c'est la version premium de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, l'émission est disponible dès le jeudi soir, 24 heures en avance, en direct quand ça marche. Et vous êtes invité à assister également aux enregistrements au Village by CA à Paris. Toutes les infos sur notre chaîne YouTube en scannant ce magnifique, beautiful QR code. On enchaîne avec le sponsor de l'émission. On remercie notre sponsor à la fois NordVPN. Bonne nouvelle, Laurent. NordVPN est sur Apple Vision Pro. Écoute, ouais, j'ai reçu. Comment ça marche? En fait, je l'ai là devant les yeux. Donc, non, c'est sur le côté. Là, non, toi, tu crois que c'est ça, mais moi, en fait, j'ai deux fenêtres. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le store, les applications, tu as deux stores. Tu as un store des applications déjà disponibles natives pour l'Apple Vision Pro. Ne regarde pas comme ça. Mais tu as aussi un store avec les applications iPhone et iPad que tu peux charger. Et donc, en fait, là, j'ai chargé l'application et donc regarde, hop, regarde, je choisis où est-ce qu'on va se connecter. Donc, en Ukraine. Alors,
voilà, tac, là, si je fais ça, je me mets sur l'Ukraine. Et en fait, ce qu'il y a de bien en Ukraine, c'est qu'on peut se prendre des abonnements. C'est le cas de mon abonnement. Moi, je suis abonné en Ukraine pour certains sites premium, par exemple. Et donc, voilà. Par exemple, qui commencent par Y et qui finissent par YouTube. Et donc, tu peux faire. Alors, avant, c'était l'Argentine, mais ça marche plus. Mais l'Ukraine fonctionne encore. Je l'ai fait il y a 15 jours encore. Et on peut regarder des programmes vidéo qui sont. Oui, parce qu'en fait, il y a ton VPN et tu choisis où est-ce que tu te connectes. Hein. Donc, tu vois, hop, regarde. Donc là, tu peux choisir la liste dans la liste des pays ou alors sur le truc. Et donc, si tu prends par exemple les États-Unis, comme il n'y a pas la chronologie des médias, tu peux par exemple regarder Mario, comme on a fait l'expérience l'autre jour. On peut regarder Mario sur Netflix, puisque l'app Netflix, elle est bien disponible, Netflix. Je ne veux pas dire de bêtises. Oui. En iOS en web. En web et en iPhone. L'app Netflix n'est pas disponible, autant pour moi, mais on peut quand même le regarder via le web. Allez, un mot au sujet de notre sponsor, c'est fait, NordVPN, et on les remercie de nous soutenir. Alors, retour à l'Apple Vision Pro et au sondage de la semaine. Êtes-vous convaincu par les premiers retours de l'Apple Vision Pro? On vous proposait 4 réponses. La première était: est-ce que vous avez eu un effet waouh? Comme beaucoup d'entre nous, 34,6%. D'encore maturé, vous êtes 39,3%. C'est une majorité. C'est un gadget. 15,2%. Et ça sert à rien. Tu vas arrêter. 10,9%. Mais non, mais on a le droit d'avoir des partages. Tu mets ta main sur mon épaule à 2 reprises. Je l'adore, ton épaule. D'accord. Costaud, il tient chaud. En plus, c'est pas comme s'il faisait... Il fait tellement froid sur ce studio, on a besoin de... Ouais, justement, je suis en train de poser la question d'enlever. Alors, effet wow, ce n'est... Une réaction sur Twitter. Hein. Effet wow, ce n'est pas mature, c'est donc un gadget. Donc, dans le sens où les usages ne sont pas encore clairs, manque d'appli. Mais techniquement, c'est fou quand même. Ça fait quoi? 1 heure que tu le portes et que on n'a pas pu te l'arracher, donc c'est toi qui le présente avec l'émission. Quel est ton premier sentiment, Laurent? Alors, bon, d'abord, je remercie Christophe qui m'a dit que c'est toi qui le fais. Alors, déjà, la première chose, quand on le met sur la tête, la première expérience, elle est juste... C'est moi, j'arrange ton câble. Elle est juste hallucinante. C'est-à-dire que, déjà, il commence à dire, bon, je vais régler la largeur de tes yeux pour que ça s'aligne. Après, tu fais un test pour bien le positionner, pouvoir cliquer, faire des choses. Mais... la qualité de l'image est juste folle. L'expérience et ce monde un peu hybride dans lequel tu es. Je pense, là, je me vois à l'écran, je me dis, mais Laurent, tu as une tête de débile, mais pourtant, ce que je vis de l'intérieur. Enfin, la vérité. Mais ce que je vis de l'intérieur est juste génial. Ouais. Avec toutes mes fenêtres positionnées, tu vois, regarde, j'ai le script qui est là, j'ai toi qui est derrière en transparence, j'ai le texte, là, mais et alors, juste, le truc qui est incroyable, c'est que pour vous voyez un truc qui bouge dans tous les sens. Pour moi, c'est d'une stabilité absolue. Alors, essaye de bouger, mais pense bien tourner avec... Je sais, mais même... Évident, je sais, mais... Regarde, on va remettre... Regarde, là, moi, ça bouge pas d'un micron. Tu vois, je bouge, et là, tu vois, je tourne un peu la tête, et il n'y a rien qui bouge. Tout est stable. Mais pourtant, tu vois, le mouvement sur l'écran, il paraît bouger beaucoup, mais c'est pas le cas. Christophe, premier sentiment avant de passer à Stéphane qui va sortir la sulfateuse. Mais rien, mais... Oh. Non, moi, ça a été l'effet wow, en fait, dès le premier contact avec la machine en elle-même, en fait, les finitions incroyables, en fait, avec tout cet aluminium, en fait, tout ce verre, le strap, on y reviendra, en fait, mais qui est d'une qualité incroyable, qui te permet de le mettre sur la tête, tu le règles juste avec une petite roulette sur le côté. J'avais peur qu'il faille du temps. En fait, c'est très facile. En 5 minutes, on est prêt c'est hyper simple, en fait. Prêt à naviguer. Hein. Non, c'est hyper simple. Du coup, on a pu se le passer les uns les autres très facilement. Hein. C'est ça, exactement. Sauf dans la gastro. Oui, mais je suis quand même fait l'émission, regarde. Effectivement. Je suis pas sûr que je finisse pas donc, tout vert d'ici là. Pour répondre à ta question, ouais, moi c'était l'effet wow en fait, et c'est ce côté premium en fait des produits Apple. Tu vois. Alors avant de passer à Stéphane, la réaction de Didier, et puis Stéphane va sortir la sulfateuse. Non, mais c'est pas vrai. Didier. Alors moi, vous avez vu ma réaction le premier jour. Hein, tu avais eu l'effet dithyrambique. Ouais, non, mais j'étais bluffé par la techno. C'est juste dingue en fait quand tu vois ces fenêtres qui se baladent. Moi, c'est vraiment dingo, quoi. Et après, c'est assez amusant parce que tous les gens à qui vous faites essayer, ils trouvent tout ça incroyable. Même des gens qui ont l'air un peu blasés de la VR ou qui n'ont... Je pense qu'il y a beaucoup de gens, moi j'ai fait essayer à mon père, il n'avait pas essayé de VR avant, donc il y a beaucoup de gens qui vont découvrir aussi la VR avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a un effet incroyable. Vraiment, il faut l'essayer. Bon, là, on ne peut pas aller l'essayer en Apple Store, mais si vous avez des gens autour de vous qui l'ont, il faut absolument l'essayer. Je dirais que le sentiment évolue après en fonction de ce qu'on veut faire avec. Donc après, ça va être tout le débat qu'on va avoir. Est-ce que ça remplace un Mac? Est-ce que c'est productif? Est-ce que ça va maturer ou pas? Donc je pense qu'on va avoir plein de débats sur le sujet, mais on peut quand même pas le nier. Apple a fait un travail incroyable. C'est un produit qui, techniquement, il est au-dessus de tous les autres, malgré
malgré la concurrence qui est beaucoup moins chère, on va le voir avec le MetaQuest et tout, qui a quand même aussi des avantages. Et des inconvénients. Stéphane, ton avis? Alors, mon avis, il est pas. En fait, moi, c'est vrai que moi, j'ai une référence pour Apple, c'est Didier Poulicani. Ah. Et quand Didier Poulicani. Sortez la brosse à reluire. Non, mais c'est vrai, non, mais je dis la vérité. Quand Didier. Non, mais nous, on compte pour du beurre. Oui, surtout toi. Oh. Voilà. Didier a fait quelque chose. Non, juste dit, voilà, c'est quand Didier dit qu'en 20 ans, il n'a jamais connu une pareille expérience. Ah. Vous ne pouvez pas être insensible à cela parce que bon. C'est-à-dire que si c'était moi qui l'avais dit, ça valait rien. Je veux dire que je râle trop, c'est ça. Non, mais lui, il teste jusqu'au bout les choses. Mais bah, tu penses. Il teste jusqu'au bout et il a. Non, mais c'est pas ça. Ce que je voudrais dire, c'est que l'effet, voilà. Et donc, j'ai un double sentiment. C'est l'effet waouh. Évidemment, c'est un effet waouh parce que c'est totalement autre chose. Le seul truc, c'est que Laurent, même s'il est encore en train de tourner et faire n'importe quoi, il est sur la Lune. Il est sur la Lune en ce moment, donc c'est très difficile de se concentrer. Le truc, pas basculer sur la Lune. Le truc, c'est que tous les objets, dont celui qui est ici, tous ceux qu'on a pu avoir ces 5, 6, 7 dernières années, on sait ce qu'on a fait, on l'utilisait, on regardait ça 5 minutes, 30 secondes, et après, qu'est-ce qu'on faisait? On remontait à d'autres la chose, mais on ne l'utilisait pas quotidiennement. Faute de contenu. Là, le fait... Potentiellement, on va peut-être avoir enfin du contenu, mais il faut peut-être attendre un petit peu pour cela. Le produit est sorti vendredi, tu veux pas qu'il y ait l'application? Ça fait depuis juin et ils nous ont dit préparé. Il faut quand même s'accaparer le logiciel. Bah justement, ils attendaient, je pense que là, il y en a un que c'est sorti, ça va peut-être se débloquer et que les agences comme Underside pourront potentiellement développer plein d'applications. On est loin de la version alpha que tu as décriée dans le live de la semaine dernière en disant n'achetez pas de première version, c'est la version alpha. Non, mais c'est toujours... Stéphane, je vais te défendre. J'ai une explication en fait. Stéphane pensait que c'était celui-ci, le Vision Pro. Mais non. Moi, ce que je pense, c'est qu'on a eu. Qu'est-ce qui tombe là? Ne fais rien, c'est ta veste. Je fais voilà. Comme à la maison. Non, et jusqu'à, c'est qu'on a eu une Apple Watch qui a été alpha, bêta, et c'est la troisième qui a été. Non, elle est gamma. Mais non, c'est la troisième version d'Apple Watch qui était bien. Je sens que tu rames quand même. Non, pas du tout. L'iPad 1, c'était bien, mais bon, c'est l'iPad 2 qui a été plus intéressant. Pareil pour l'iPhone. Ouais. Je dis juste, je fais que les premières versions, c'est jamais exceptionnel. Et là même, je suis sûr que bon, ce sera peut-être pas. Je suis pas d'accord. Là, moi, je m'attendais à avoir un truc lent, avec des ralentissements. Mais bien évidemment, c'est fluide. Moi, je me souviens de la première version de l'Apple Watch. Lancer une application, je pouvais aller me faire un café avant qu'elle soit lancée. On est d'accord que les premières versions d'Apple. Oui, mais là, c'est pas le cas. Justement, là, mais là, on est sur $4,000, c'est un peu. Mais on est sur autre chose. Moi, je propose que ça se règle à l'épée, en fait. Moi, je suis d'accord. On est sur autre chose. Au revolver. On est sur un ordinateur spatial. À coup d'Apple Vision Pro et de casque. Non, voilà, il y en a un qui va pas être content. Non, c'est juste ça, c'est que moi je pense, j'écoute Didier, et moi en fait j'ai hâte qu'il y ait plein de nouvelles versions et que ça me convainc. Après c'est le prix bien évidemment, mais ça me convainc pour le prendre, c'est tout. Ce n'est juste qu'un avis. C'est juste le prix. C'est pas une sulfateuse ce que j'ai fait là. Non, mais bon, tu galères quand même. Ta sœur. Hein. Ouais, on enchaîne messieurs par alors outre le premier effet waouh, qu'est-ce qu'on a ressenti à l'ouverture de la boîte? On va parler du design et de la prise en main. Alors, sans surprise, vous l'avez bien compris que le design ressemble beaucoup à un masque de ski. Apple a soigné les détails et les matériaux, mon cher Christophe, qui sont de très bonne facture. Hein. Oui, effectivement, particulièrement de bonne facture, comme beaucoup de produits d'Apple. Mais ici, il y a un soin tout particulier qui a été. On voit que c'est un produit très haut de gamme, en fait, que clairement, en fait, ils se sont dit, on met. C'est un petit peu ce que Julien Chiez, en fait, qui avait passé chez nous cet après-midi, disait. Tu as vraiment l'impression qu'ils se sont dit on va mettre tous les meilleurs composants qu'on puisse avoir pour le moment et on va les mettre dans le casque. Et c'est vrai que tu vois, comme j'en parlais tout à l'heure, en fait, tu as vraiment cet aluminium, cet écran incurvé, le verre au-dessus. Une matière noble, hein. Pas de plastique comme par exemple le Meta qui est beaucoup plus léger lui. Hein. C'est ça. Et puis le strap, il faudra vraiment revenir sur ce strap en fait et que peut-être qu'on puisse voir du côté de Laurent s'il tourne légèrement la tête. Mais donc si la régie veut bien passer sur... Ouais, voilà. Ce strap, en fait, c'est aussi de la haute technologie, mais d'un point de vue textile. Et il est très agréable, il soutient très bien. Et surtout, en fait, on a une petite, comme tu le montrais, en fait, Laurent, on a une petite molette qui nous permet de le régler correctement. Et malgré tout, là, ça fait quand même quelques dizaines de minutes, en fait, que notre ami Laurent le porte. Et a priori, il ne semble pas en souffrir, quoi. Donc, c'est vraiment pas mal. Et alors, effectivement, il existe aussi un second
une seconde possibilité qui est, comme ce casque-ci, en fait, qui est l'Oculus, de c'est pouvoir... pas sale de dire son nom, hein, tu sais. MetaQuest, pardon, j'ai dit Oculus. De troisième génération. Qui permet en fait d'avoir... Merci à Meta de nous l'avoir fourni, soit dit en passant. Exactement. On peut facilement en fait remplacer ce que Laurent a sur la tête pour l'instant avec une monoboucle, avec 2 boucles ici, donc si la régie veut bien revenir sur moi, et qui permet en fait vraiment d'avoir le poids réparti sur l'ensemble de la tête. Donc ça se met, ça se met comme ça. Je suis très très beau comme ça. Et puis avec le casque à l'avant, et c'est hyper confortable aussi. La seule chose en fait, c'est que oui, forcément, on vit décoiffé. Hein. Ça, c'est sûr qu'on a un casque de réalité mixte. En fait, c'est très bien pour ceux qui n'ont pas beaucoup de cheveux. C'est ça. En fait. Je ne vois pas. Donc tu disais le strap tressé qui est vraiment plutôt agréable. Moi, j'étais également surpris. J'avais peur qu'il y ait tout le poids sur l'avant. Je ne sais pas si tu es d'accord, Didier. Moi, je l'ai porté demi-heure, 45 minutes tout à l'heure, et j'ai absolument pas ressenti de fatigue. Par contre, j'ai porté celui-là pendant 10 minutes. Ça, je suis d'accord. Et j'étais tout de suite gêné. Alors qu'il est plus léger. Ouais, mais c'est. Parce que la batterie, parce que tu as la batterie. La batterie intégrée. Ça fait une différence entre le fil et pas le fil. Non, mais c'est une question de stratégie de produit. C'est pas ça. C'est qu'on nous dit que le Quest est plus léger, donc plus confortable. Non. Eh bien, non. Non, il y a l'histoire du fil qui est là, qui est. Ouais, le Quest, il faut lui reconnaître une qualité, c'est qu'il est autonome. C'est sa troisième version. Il a pas de fil. Non, mais il a pas de fil. Tu vois ce que je veux dire? C'est tu peux le porter, tu peux te déplacer, non, il faut rendre à César ce qui est à César. Hein. Donc sur le strap, donc tu as un connecteur, on l'a dit, qui permet de le serrer, le desserrer. Sur la gauche, tu as aussi le connecteur pour brancher la batterie dont tu parlais à l'instant, qui se situe au niveau de la tâche du bandeau. Est-ce que ça t'a gêné, toi, avec le temps, Didier, ce fil à la patte qu'on a un peu oublié maintenant avec les appareils nomades que sont nos iPhones, iPad et autres Apple Watch? Alors, bon, c'est vrai que Apple a beaucoup misé sur le confort, donc c'est vrai qu'ils ont fait un sacré travail sur le confort, je suis assez d'accord. Moi, j'ai pas tellement encore mis l'autre sangle, parce que je l'ai utilisé plusieurs heures, mais j'ai pas eu vraiment la sensation que c'était désagréable. Alors ça, oui, c'est un vrai problème, mais pas au final, tu le mets dans la poche, en fait, et ça va en général. Le problème, c'est que là, nous, on le manipule beaucoup en ce moment parce qu'on fait des vidéos, machin. Et le truc, c'est que des fois, tu as le casque sur le bureau, tu le prends vite fait pour essayer un truc, et d'un coup, tu te lèves. Et là, la batterie, hop, elle vole. Et il m'est arrivé le contraire aussi, de faire voler le casque, tu vois. Donc pour l'instant, il ne s'est pas cassé. Mais vous allez voir, ça va vous arriver très vite. Et il y a déjà des casques qui ont été cassés et tout. Donc je le disais tout à l'heure, si tu le prends pas bien. Donc ce fil, clairement, en fait, il faudrait presque pouvoir, tu vois, le mettre derrière quand tu fais des petits tests et tout, pouvoir le bloquer. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui risquent de l'envoyer valdinguer à cause de ça. Et surtout, la batterie, elle n'a pas de MagSafe, quoi. C'est-à-dire qu'elle est vraiment scellée. Ouais. Le casque, c'est pareil, ça s'en va pas comme ça. Mais c'est normal parce que c'est l'alimentation. Hein. Mais ça aurait été pas mal, effectivement, une prise MagSafe. C'est-à-dire que le connecteur est vissé au niveau de ta tempe, mon cher Laurent. Alors qu'elle pourrait être aimantée. Hein, c'est ça, en fait. Et là, ça évite. Mais s'il était aimanté, il faudrait qu'il y ait une petite batterie à l'intérieur du casque pour qu'en cas de débranchement, parce que non, il s'éteint. Ouais, donc en fait, il faudrait qu'il soit aimanté, mais qu'il y ait une petite batterie, donc tu alourdirais le truc. Donc, c'est tous les effets induits, en fait. Ouais. Alors, d'un autre côté, on ne l'a pas dit, mais on peut aussi, Laurent, le brancher tout simplement sur le secteur, ta batterie, si besoin est. Hein. C'est ce que tu as fait d'ailleurs. C'est ce qui est fait là, c'est ce qui a été fait. Donc, on a le secteur. Et puis, des petits malins, en fait, se sont rendus compte que la batterie avait un petit pin que tu pouvais appuyer. Et si tu appuyais, tu débranchais une prise USB-C que tu pouvais l'alimenter à une autre batterie beaucoup plus... avec une... c'est une sorte de lightning. Ça ressemble à un gros lightning, en fait. Ouais. Prise. Elle est un peu bizarre. Moi, j'ai vraiment été surpris, pour continuer sur les découvertes et la prise en main, sur ce qui est sur les côtés du casque que porte aujourd'hui Didier. Ce sont ces 2 petits haut-parleurs. Alors moi, je me disais, tiens, le rendu ne va pas être génial. Et là, je suis assez bluffé par le rendu. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis, du rendu sonore, et qui est vraiment très, très immersif, hein. Oui, effectivement. Deux choses, en fait. La première chose qui est le confort au niveau de l'audition. On ne doit pas prêter l'oreille, ni rien du tout. Le son peut être très fort, en fait, si jamais c'est nécessaire, et des basses sont présentes. Donc, c'est quand même assez agréable, en fait, pour quelque chose qui est embarqué. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est que ça ne gêne pas
l'entourage. C'est-à-dire qu'on n'entend que très peu, finalement, en fait, ce que les différentes personnes autour ce que les personnes, en fait, avec le casque sont en train d'entendre. On ne l'entend pas de l'extérieur. Et donc ça, c'est super, super agréable, je trouve. Alors, tu vois, j'ai mis le casque Meta exprès parce qu'en fait, si on regarde bien sur les côtés ici, vous ne le verrez pas parce qu'on ne peut pas zoomer, mais en fait, il y a le même principe de haut-parleur. En fait, il est caché dans le strap. Donc, je ne sais pas qui a copié, si c'est pas Apple qui a un peu copié Meta ce coup-là. Mais quoi qu'il en soit, par contre, l'immersion au niveau du son, elle est tout à fait remarquable aussi chez Meta. Tu vois, je reconnais. L'image, on en reparlera en fin d'émission parce que c'est pas du tout ça. Mais je peux continuer à interagir comme vous. Hein. Là, comme Laurent, on peut pas récupérer l'image parce que c'est pas du AirPlay. On peut naturellement interagir parce qu'il y a des caméras qui filment ce qu'il y a autour de vous. On peut naturellement, Christophe a ajouté des AirPods si le son en lui-même ne vous suffit pas, ou plutôt il est suffisant, mais si on veut s'isoler complètement, parce que par contre on entend légèrement, mais on entend quand même un peu. Oui, on l'entend légèrement, et effectivement, en fait, les produits de Apple vont pouvoir fonctionner. En fait, les AirPods vont pouvoir fonctionner sans problématique. Est-ce que Didier, tu as un retour d'expérience sur le sujet, toi en particulier, tu l'as essayé avec des AirPods Pro par exemple? Oui, de toute façon en avion tu es obligé, parce que sinon tous tes voisins ils entendent tes films et tout ce que tu fais. Donc oui, les AirPods Pro, en fait c'est dès que tu mets les AirPods ou des casques qui sont reconnus d'ailleurs, enfin tous tes casques à toi, tes AirPods et tout, ils sont tous reconnus, et ça se connecte vraiment très rapidement. Il vous dit tiens, il y a les AirPods dans le coin, est-ce que tu veux les connecter? Ok, puis après si tu les connectes, ils restent connectés. Donc c'est très transparent, et en plus la façon dont ils ont fait leur strap, ça gêne pas trop les oreilles. Je n'ai pas essayé des très gros casques comme les AirPods Max. Je ne suis pas sûr que ça passe. Ça risque de te serrer un petit peu ici, quoi. Mais en tout cas, moi je trouve que les haut-parleurs de base, quand tu es tout seul, c'est d'une qualité exceptionnelle, et surtout ça te permet de rester dans ton environnement. Mais effectivement, j'aurais presque préféré de la conduction osseuse, parce que la conduction osseuse, tu n'entends quand même quasiment pas de l'extérieur. Ça, c'est un choix qu'avait fait, je crois, Google, avait des Google Glass comme ça, je crois. Mais je trouve quand même que c'est, enfin, je sais pas pour toi, mais je trouve quand même que c'est raisonnable, parce que oui, tu entends un chuchotement, mais si tu n'écoutes pas à fond les ballons ta musique, a priori, en fait, la personne, enfin Stéphane qui serait à côté de moi, en fait, va à peine déceler en fait que je suis en train d'écouter quelque chose. Sauf si tu regardes un blockbuster, nous on a mis des films. Oui, il y avait les lunettes Bose, c'était un peu ça. Il fallait vraiment s'approcher pour combiner. Bose, tu te rappelles? Bose, oui. Les lunettes qui faisaient casque intégré. Ouais, exactement, mais c'est vrai que tu as raison. Mais je pense que ça fait partie de tout ce que tu es en train de faire, Didier. Apple va t'écouter et va faire sa V1.1 ou 20 points pour l'année prochaine. Ou pour, si tu veux bien porter l'écran de Meta, s'il te plaît. Et dernier point iconique désormais du design de cette Vision Pro, l'écran facial qui permet d'afficher les yeux du porteur du casque et ainsi converser avec lui. Hein. Est-ce que vous avez été convaincu par cette fonction et au-delà par le rendu? Allez, on commence par Christophe. Donc ta question, tu peux la préciser un petit peu? Est-ce que vous êtes convaincu par... Tu n'écoutes pas ce que je dis, c'est super. Si. Non, convaincu par le fait de rajouter, contrairement à ce modèle-là, un écran... Un écran devant. Ouais. Est-ce que l'idée, tu l'as trouvée bonne? Est-ce que le rendu est à la hauteur de l'idée? Alors, il y a eu quand même pas mal... donc, au départ, en fait, les gens se sont dit « Ah, tiens, c'est une idée très particulière. » Et puis, tout d'un coup, en fait, on s'est rendu compte que le fait de ne pas couper la communication avec autrui, en fait, et le lien humain, en fait, qui nous unit... Là, par exemple, je suis en train de regarder notre ami Laurent, et effectivement, j'ai vraiment l'impression de ne pas être coupé, en fait. Et le rendu, je le trouve pas mal, en fait. Alors que quand tu regardes notre ami... Ouais, là, je ne sais pas si on arrive à le voir à la caméra. Ouais. Avoir le regard. Non, c'est compliqué. Non, mais on le voit sans le voir. Et après, quand on sait en plus que ce ne sont pas tes yeux, Laurent... Ce sont ceux de Christophe. C'est Christophe qui l'a configuré. Il est plutôt beau gosse aujourd'hui, je trouve. Ouais, c'est incroyable. Mais bon, moi, je te dis, c'est vrai qu'on n'a qu'à faire un concours, on n'a qu'à se mettre côte à côte et on va dire qui a l'air... Mais donc, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je trouve que c'est assez rassurant. C'est rassurant, effectivement. Franchement, c'est pas dérangeant. Tu n'as pas l'impression, en fait, que ça ne va pas avec son visage. Tu vois. Enfin, moi, j'ai vraiment cette impression. C'est vrai que sur les réseaux sociaux... Il y a le regard. Voilà, sur les réseaux sociaux, on a vraiment l'impression que les gens sont assez critiques par rapport à ça. Franchement, je vois là Laurent, en fait, je trouve ça assez naturel. Et pourtant, ce ne sont pas ses yeux, encore une fois. Mais je trouve ça assez naturel dans l'alignement, dans tout ça. Après, est-ce que c'est une option, une fonctionnalité que Apple pourrait retirer éventuellement d'une version plus light, plus légère, en fait, qui ne serait pas pro?
C'est une possibilité, oui, effectivement, c'est pas indispensable. Quoi, Didier, tu en as pensé quoi de cet EyeSight? C'est comme ça que s'appelle cet écran frontal. On a vu, grâce à iFixit, on va en parler dans un instant d'iFixit, qu'il y a une technologie particulière d'affichage de l'image. Hein. Alors en fait, sur iFixit, on a vu aussi que ça coûte cher en fait, de faire ça. C'est-à-dire que cet écran extérieur, il coûte cher. Parce qu'en plus, il faut scanner tes yeux en temps réel, il faut venir aller projeter une image dessus. Il y a en plus un écran OLED extérieur et tout. En plus, ça prend de la batterie, j'imagine. Par contre, moi, j'ai fait une expérience, et je pense que c'est pour ça que les geeks qui se focalisent sur le rendu absolument. En fait, moi, j'ai fait une expérience, c'est que le soir même, je suis allé me balader dans les rues de San Francisco. Vous avez peut-être vu la vidéo. Et en fait, t'as même vu ce Fox News, c'est vrai? Oui, non mais incroyable, ce truc a bien buzzé. Mais ce qui est assez fou en fait, c'est que je me suis baladé, donc je suis allé acheter des choses, je me suis promené dans la rue. Et en fait, il y a des gens qui me regardaient, par exemple quand tu vas payer à la caisse. Et en fait, le fait de voir les yeux, eux qui connaissaient absolument pas le produit, je pense que ça les a rassurés. C'est-à-dire ils se sont pas dit qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils me voient, est-ce qu'ils m'enregistrent ou quoi. Ils avaient vraiment l'impression que je les regardais. Et je pense que la plupart des gens pensaient qu'il y avait un effet de transparence, tout simplement. Et ça, en fait, c'est un coup de génie pour moi d'Apple, c'est d'arriver à se dire, finalement, j'arrive à intégrer le casque dans un environnement sans créer ce qu'on a avec le Quest et avec tous les autres casques de VR où tu sais pas trop si le mec le voit. Alors là, en plus, je trouve qu'avec le Quest, tu vois que des caméras, donc tu dis, le mec me filme. Alors que là, tu vois pas les caméras, tu vois. Donc c'est assez incroyable, en fait. Didier, je sais pas si tu te souviens, lors des Google Glass, il y avait, quand ils sont sortis les premières, dans les restaurants, il y avait les restaurants à San Francisco, ils disaient que c'était interdit aux chiens et aux porteurs de Google Glass. On les appelait même aux US les Google Glass Wall. Voilà, petite précision, tu l'as sous ton ordi, mon cher Christophe. Il y a une protection sous ton ordi, regarde, qui est livrée parce que tu le disais, ça semble assez fragile. Alors, je ne sais pas si c'est fragile, en tout cas, l'immense surface du verre en frontal, ça vient se poser pour faciliter les transports, pour éviter les rayures, j'imagine. Tu n'as pas eu de gros coups en une semaine, ça va, il tient bon le coup? Non, je l'ai pété un peu au devant, ouais. Ah oui, mince, déjà je vous l'ai dit, il a déjà volé. Non, on voit pas bien, mais c'est juste des légers scratchs. Tu vas aller vraiment skier avec? Vous inquiétez pas, il va se casser, et je pense qu'il va se casser beaucoup plus de Vision Pro que ce qu'on croit, surtout quand les gens font les cons avec. Mais non, mais par contre, effectivement, et surtout, ce qui est assez normal, je pense, à cause des caméras, mais tout est affleurant, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune protection. Quand il tombe, ça tombe directement sur le verre. Donc vous n'avez pas le droit à l'erreur quasiment. Moi, c'est tombé sur un peu de la moquette, des trucs en bois, donc ça n'a pas trop cassé. Mais tu fais tomber sur un carrelage ou par terre dans la rue, c'est fini. Le truc, il est explosé. Et surtout, une fois qu'il est explosé, apparemment, c'est pas simple de se faire changer la vie pour l'instant. Non, on est au début d'un process, effectivement, pour se rendre compte de la difficulté à réparer, la difficulté à le démonter, et surtout pour se rendre compte du nombre de composants. iFixit l'a démonté cette semaine, et c'est vraiment impressionnant, le nombre de composants, de connecteurs et vis en tout genre qu'ils ont pu dévoiler. Moi, je suis resté sur mon popotin arrière. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on comprend mieux peut-être le prix également. Le nombre de composants, ça n'en finit plus, ce démontage. Ah ouais, moi, dès que je l'ai vu, je t'ai envoyé le lien en disant mais va voir, parce que les deux vidéos, les deux sont intéressantes. Mais la première, c'est une dame qui fait ça, et mais c'est non-stop, quoi. Et elle enlève des connecteurs, et elle enlève des couches. J'ai l'impression de voir un oignon, et tu enlèves une couche non-stop, et ça s'arrête plus, quoi. Voilà, le bilan, il est entre le nombre de composants à n'en plus finir, et ça dure longtemps. Regardez le nombre de composants qui démontent, à n'en plus finir. Et l'usage, comme le soulignait Christophe en préambule, de matériaux nobles entre le verre et l'aluminium, eh bien, le casque pèse lourd, entre 600 et 680 euros. Grammes, tu veux dire? J'aimerais bien qu'ils payent avec ceux qui coûtent 180 euros, mais c'est pas ça. Et c'est vrai que j'avais peur que ça soit un vrai défaut, et moi je suis vraiment agréablement surpris du confort. Moi, je vous le dis, je l'ai porté 40-45 minutes tout à l'heure, et j'ai absolument pas été gêné. Une chose est sûre, c'est pas gêné et pas malade de cœur. Pas malade, j'ai pas eu on va en revenir sur ce point-là. Allez, on va revenir plus en détail sur est-ce qu'on a été malade, qu'est-ce qu'on a pensé de l'affichage, parce que vraiment, vous allez voir que c'est ça l'effet waouh, c'est la qualité d'affichage de ce casque de réalité mixte. Mais avant d'en parler, on passe avec Didier au busomètre. Nouveau, la boutique ORLM est ouverte sur notre chaîne YouTube, et en scannant ce QR code, découvrez nos t-shirts, casquettes, sweatshirts, polo mug, tapis souris entre autres, aux couleurs d'ORLM, dont certains sont des tirages limités le temps d'une saison. Une belle manière de soutenir On refait le Mac.
quelle est la première info ou rumeur qui a le plus buzzé cette semaine, mon cher Didier, sur la planète Mac Forever et Apple en particulier? Tiens, si on commençait par le Vision Pro, justement, est-ce que le Vision Pro se vend si bien que ça? Rappelle-toi, au début, on nous a annoncé à peu près 200 000 ventes, ce qui était plutôt pas mal sur un premier week-end. Après, on s'est aperçu qu'il y en avait beaucoup sur eBay quand même, des dizaines de milliers. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de robots qui ont acheté aussi ça. Moi, après, je vais vous relater un petit peu une petite expérience. C'est que nous, on est allé le chercher donc à San Francisco et on l'avait réservé et tout en ligne. Et puis, on avait réservé aussi d'autres modèles, mais disponibles un petit peu plus tard. On a tous pu les prendre le premier jour. Voilà. Et on y est retourné le lendemain, le surlendemain. Et très honnêtement, il n'y avait absolument personne sur le stand du Vision Pro. Et j'étais à l'Apple Store, enfin le deuxième Apple Store de San Francisco, donc c'est quand même assez gros. Et ce qui était assez étonnant, c'est qu'on pouvait en acheter, ils étaient en stock. Et ils avaient apparemment pas mal de stock. Voilà, ça c'est vraiment juste un sentiment. Mais après, quand tu regardes dans tous les Apple Store que tu commandes en ligne, il y a encore des stocks partout. Donc, est-ce que, entre guillemets, Apple est arrivé à ses objectifs ou pas? Est-ce que ils en ont prévu un petit peu trop? Est-ce que voilà, il y a vraiment les early adopters, les robots, et puis après plus grand monde? Je sais pas. En tout cas, c'est dur d'en tirer les conclusions. Mais c'est peut-être pas l'immense succès, et ça peut se comprendre. Hein, c'est le premier produit, c'est très cher. Moi, je m'attends pas non plus à ce qu'ils en vendent des millions le premier jour. Tu vois. Allez, on parle de l'iPhone. Peut-être un peu plus accessible. Enfin, j'espère en termes de prix. Oui, alors tu sais que Samsung a largement dépassé Apple au niveau de l'innovation des écrans pliables, des formats de téléphone. Et d'ailleurs, on commence à avoir pas mal de flips autour de nous. Là. Enfin, ils ont deux formats, hein, le format qui se déplie comme ça et le format qui est très compact, et le flip et le fold. Et Apple travaillerait aussi sur des concepts assez similaires, mais apparemment, ils auraient mis ça en pause en 2020, ils reviendraient dessus. Il y a des rumeurs qui nous disent que ce serait peut-être plutôt pour l'iPad. Mais dans tous les cas, l'iPhone pliant, a priori, c'est pas pour demain, c'est pas pour l'iPhone 16, sans doute pas pour le 17 ni le 18. Mais bon, voilà, ils bossent dessus et je pense que c'est plutôt pas mal, puisque effectivement, quand la technologie sera un petit peu mature, peut-être qu'Apple l'adoptera enfin. On revient au Vision Pro et on parle de sa résolution, Didier. Oui, alors tu sais, Apple t'a dit dans la keynote que tu as plus que 2 écrans 4K par œil. Je te rappelle de ça. Très bien. Et ben, iFixit a démonté les écrans et apparemment, ils sont un peu en dessous de la 4K. Donc, on peut se dire, tiens, Apple nous a pas dit la vérité. En réalité, c'est des écrans, alors ils sont minuscules, hein, parce qu'en fait, tes lentilles vont zoomer dessus pour créer l'effet de profondeur, etc. Et c'est des écrans qui ont la meilleure résolution au monde. En tout cas, le site n'en a jamais vu des aussi bien définis. Et puis, en fait, pourquoi est-ce que Apple nous dit ça? Tout simplement parce que à partir du moment où tu places, tu sais, c'est l'effet Retina, à partir du moment où tu places l'écran à une certaine distance, voilà, tu as une impression de 4K, même si ce n'est pas de la vraie 4K. Ouais. Didier, juste quand même, il faut rajouter un point, c'est que d'habitude, quand on a un écran, c'est un écran qui est rectangulaire, et en fait, là, on se retrouve à un écran qui est quasiment carré. Donc, en fait, la multiplication des deux bords arrive quasiment au nombre de pixels à plus qu'un vrai 4K. C'est ça qui est intéressant. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne voit pas les pixels. Pas du tout. C'est vraiment ça, c'est juste fou. Vraiment le plus intéressant. La résolution est très proche du 4K. Si je devais juste si je devais juste me permettre un commentaire, en fait, et encore une fois, je mesure bien l'écart de prix, mais quand on a comparé les deux, et l'idée, c'était pas d'opposer le Quest 3, le MetaQuest 3 et parce que tu peux difficilement comparer quelque chose qui fait 500 ou 600 euros à quelque chose qui en fait 3500 ou 4000. Et pourquoi on l'a fait? Oui, mais c'est intéressant. Juste pour ramener à la réalité, ça m'a rappelé les écrans des iPhone 3GS et des iPhone 4 quand on est passé au Retina. Et une fois que tu as vu le Retina, tu dis waouh, mais on a pu avoir des écrans non Retina avant. Et c'est ça que je trouve intéressant dans la comparaison des deux. Je ne sais pas ce que tu en penses, Didier, mais c'est un peu le parallèle que je fais. Ça va même plus loin. Oui, parce que sur tous les casques, quasiment, moi je voyais les pixels. Hein. Ben oui, tu les vois. Hein. Alors, je n'ai pas essayé le MetaQuest 3, mais je crois que tu les vois un petit peu quand même. Ouais, on va en parler tout à l'heure, on a un chapitre pour le MetaQuest. Alors, et on termine par les Simpsons qui, comme d'habitude, sans jeu de mots, ont une vision assez avant-gardiste et devinent ce qui arrive dans le futur, dans notre futur. C'est bien ça, Didier? Oui, alors effectivement, ça a fait le buzz là ces derniers jours. Et en plus, en fait, les Simpsons, il y a un épisode où tu vois vraiment quasiment, tu as l'impression que c'est le Vision Pro, parce qu'il y a même le petit fil qui descend.
Et puis en plus, ils retrouvent des usages, tu sais, qu'on a vu. Bon, il y a des usages un peu rigolos qui n'existent pas vraiment, mais que les gens sont amusés à faire dans la rue. Et bon, évidemment, c'est très parodié, mais quand tu vois qu'ils ont sorti ça, je sais plus, je crois que c'était il y a 10 ans, c'est assez incroyable. Et ils l'ont déjà fait sur plusieurs produits. Donc c'est comme quoi, des fois, tu sais, on a vu Retour vers le futur. Enfin, il y a quelques films où vraiment les auteurs ont eu vraiment un coup de génie. De vision comme ça, et c'est très rigolo à regarder, ça vaut le coup de le regarder en entier et de se dire tiens, mais ils l'ont fait quoi. Ouais, c'est clair. Merci Didier pour ce busomètre retour à présent sur le Vision Pro, et une question d'abord sur X au sujet du confort, une question de Max alias Maxoum. Peut-on le porter plusieurs heures tout en restant confortable malgré son poids? On vous répond après ce jingle. On va parler de confort, on va parler d'ergonomie, on va parler d'interface. On l'a dit, il pèse lourd, plus de 600 grammes. Est-ce que ça vous a perturbé? Avez-vous ressenti de la fatigue, un inconfort? Didier, c'est toi qui l'as porté le plus longtemps, notamment en avion. Est-ce que tu as été obligé de retirer le strap que tu nous as décrit pour mettre la solution que nous a présentée Christophe, qui paraît-il répartit mieux le poids? Je l'ai mis pour essayer, effectivement, mais en fait, le strap est plus facile à mettre et à enlever, en fait, donc c'est vrai que c'est plus pratique, donc je l'ai laissé comme ça. Moi, j'ai travaillé à peu près, avec le casque, 2-3 heures dans l'avion, donc c'était quand même pas mal. Après, je peux pas te dire que c'était non plus d'un super confort. Pour moi, il y a quand même toujours un problème de mettre un truc comme ça sur sa tête, faut pas non plus exagérer. Ouais. Disons que par rapport à ce que tu découvres, par rapport à ce que ça fait, dans l'avion, tu es déjà dans un certain inconfort, tu vois, tu es dans un petit siège, un machin. Donc voilà, le contexte a fait que j'ai pu bosser là-dessus. Après, là, j'avoue que je l'ai remis sur le bureau aujourd'hui. J'étais un petit peu fatigué. Là, tu vois, j'ai le jet lag et tout. J'ai un peu mal à la tête. Franchement, te remettre ça sur la tête, c'est insupportable, quoi. Donc voilà, ça dépend vraiment du contexte, je pense. Mais de manière générale, c'était bien en forme. Et si, on va dire, tu l'as bien ajusté, je trouve que c'est quand même le casque le plus confortable que j'ai testé jusque-là. Et j'en ai testé quand même pas mal. Hein. Une question sur YouTube, mon cher Christophe. Mon cher Stéphane. Une question de Christophe Gilles de Pellichy. Est-ce que l'on sait quel game est capable d'afficher... Quel game Gamut, pardon, excusez-moi. Ouais. Je lis mal. Est capable d'afficher l'Apple Vision Pro, s'il vous plaît, Adobe 98 et sRGB. Ouais, c'est une colle, il faudra qu'on regarde, mais c'est difficile à déterminer parce qu'il n'y a pas d'outils de calibration. Hein. On n'a pas ces outils-là encore comme on aurait sur le Mac. Mais en tout cas, on sait que on va en parler dans un instant et on y reviendra pour répondre à cette question, grâce à iFixit, on sait la densité précise des pixels et c'est vraiment impressionnant. Attends, Didier voulait juste dire quelque chose. Oui, Didier. Je voulais juste dire qu'il n'est pas autant HDR qu'un écran XDR, par exemple. Ouais. Et tu le vois beaucoup dans les différences de luminosité. Ouais. Après, c'est lié aussi aux caméras, je ne sais pas. Mais tu n'as pas vraiment cet effet incroyable où tu as tout qui te pop à la figure. C'est très lumineux, mais il n'y a pas vraiment cet énorme taux de... Pour le Gamut, je pense que c'est plus dans le cadre de l'usage pour travailler dans l'interface même. Quand on a un Mac déporté, on va le voir dans un instant avec Laurent, il va nous faire la démo. Où là, le Gamut est important, le respect des couleurs, si on veut travailler dans Photoshop, respecter la quadrichromie, les choses comme ça. Bref. Il y a d'autres questions qui arrivent, qui sont très intéressantes. Vas-y, je t'en prie. Le Vision Pro ne marche qu'avec un Mac? Oui. Question bête, le Vision Pro était bien indépendant. Est-ce que c'est une unité distincte comme l'iPhone? Est-ce que c'est une unité distincte? Si on peut l'utiliser comme un iPhone. Oui, donc en fait, le truc, juste pour être certain qu'on se comprenne bien, il faut, pour pouvoir initialiser un Vision Pro, il faut avoir un iPad ou un smartphone de chez Apple, un iPhone. Et un compte iCloud. Et un compte iCloud, alors pour le moment américain. Oui. Ça, c'est une chose. Et avec, merci Stéphane. Donc sur base de ça, une fois que tout est initialisé, c'est un ordinateur spatial, sans nécessité d'avoir à côté de lui un smartphone ou d'avoir un Mac, etc. Il peut s'autosuffire, on peut travailler dedans, on n'a pas besoin de quelque chose à côté. Sinon, ça ne s'appellerait pas un ordinateur spatial. Et donc, les questions étaient de Ronnie, Johan, je pense, voilà, et de Grégory Lebac, qu'on connaît bien. Voilà. Mais l'inverse, c'est vrai. C'est-à-dire que tu peux aussi avoir un ordinateur, on va le montrer juste après, et l'étendre. Et ça, c'est assez bluffant. Tu vois, là, par exemple, c'est un ordinateur, ce que vous voyez à l'écran. C'est ton écran, c'est comme s'il y avait un moniteur distant. C'est ça. Oui, Didier. Après, c'est un ordinateur sans port quand même. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'au niveau connectivité, c'est Wi-Fi, quoi.
et un peu de Bluetooth. C'est plus proche d'un iPad dans le principe que d'un ordinateur. Alors, la prise en main, comment vous l'avez trouvé? Pas de manette, on l'a dit, contrairement à ce qu'on a ici. Tu l'as en main ici, la manette de chez Meta, bien qu'il soit possible aussi d'interagir sans les manettes dans l'univers de Meta, mais celle-ci est privilégiée du moins la configuration. Moi, c'était un point qui m'inquiétait de la configuration, que ça allait prendre du temps. Comment ça s'est passé, Laurent, concrètement? Comment ça marche, le calibrage? Raconte-nous. Alors, et la navigation de là. Ouais, il y a 3 choses à prendre en compte. La première, c'est au moment où tu mets le casque sur les yeux, il dit ça y est, le casque est bien placé, appuie sur le bouton pour que j'espace les optiques pour les aligner avec tes yeux. Une fois que ça c'est fait, déjà ça fonctionne. Et tu as 2 autres calibrages que tu peux faire. C'est le calibrage du cliquage de doigts et le calibrage de où est-ce que sont positionnés les yeux. Mes yeux, moi, n'étaient pas positionnés de la même manière que ceux de Christophe, donc j'avais un peu de mal au début. Mais une fois que c'est fait, c'est génial. Et donc si on peut remettre l'image à l'écran de ce que je vois, l'avantage c'est qu'une fois que c'est calibré, tu attrapes, je regarde Christophe, donc ça ne va pas le faire. Donc il faut vraiment regarder avec les yeux. Voilà, c'est ça. Et après la fenêtre, je peux la déplacer. Tu vois, on voit mes doigts devant. Et en fait, c'est bien parce que du coup, on a le retour. Tu vois, ce sont mes doigts qui déplacent la fenêtre. Et c'est très, très bluffant. Ça va être peut-être plus parlant si tu affiches le Springboard, donc la liste des applications. Donc voilà. Voilà. Et donc le fait... Alors avant de bouger, il faut bien expliquer que ce que tu regardes passe un peu en... Alors, enlève ta main, voilà. Et regarde par exemple Apple Music, il va devenir plus gros. C'est ça, mais c'est très subtil. Regarde donc photo. Alors, je ne veux pas lancer photo parce que... Voilà, il devient plus gros. Mais voilà, c'est comme ça quand c'est pas avec la main qu'on la sélectionne. Non, mais tout à fait. Donc, en fait, c'est mon regard que j'ai programmé tout à l'heure pour que mes yeux... Il te met en fait 6 billes à chaque coin de l'écran sur 3 teintes différentes. Donc, une teinte neutre, une teinte claire. Et donc, en fait, si je lance... Regarde, je remonte. Si on remet, je remonte et je regarde Notes, je clique avec mes doigts, le Notes est lancé. Ouais, d'accord. Et tu aurais pu aussi, si tu n'étais pas trop proche de l'écran... Ah oui, je peux le faire, ça c'est assez marrant. Donc si je suis assez proche de l'écran, et donc en fait, je peux aller cliquer. Alors là, je suis trop loin parce que moi je l'ai configuré, mais je peux aller cliquer l'icône. Ouais, voilà. Il faudrait que tu rapproches ton Springboard. Exactement. Ouais, d'accord. Mais donc moi ce matin, quand j'arrivais pas à le configurer, parce que je me suis pas rendu compte qu'en fait il était réglé pour les yeux de Christophe, et en plus on dit les beaux yeux de Christophe. Les beaux yeux de Christophe, bien entendu. Je n'y arrivais pas, et donc pour naviguer, je faisais comme ça, et ça marchait assez bien. Il suffit juste de rapprocher l'écran. Alors l'autre originalité de l'espace, c'est que tu peux répartir ton espace de travail et tes fenêtres autour de toi. Oui, alors tout à fait. Donc si on montre ce que je vois, donc ça, j'ai effectivement la liste des apps, mais je peux sortir de la liste des apps. En appuyant donc, sur donc là-haut, comme on le voit, j'ai fichier. Ici, j'ai Internet. Donc tu vois, je peux passer sur le YouTube de ORLM. Je peux passer, d'un compte à l'autre. Hop, je reviens sur Underside et alors je pense que je me suis déconnecté. Voilà, hop, je me reconnecte à mon ordi, hop, et là il me dit hop, veux-tu te connecter? Donc j'ai qu'à cliquer sur connecter, et ça y est, l'écran se connecte, et cet écran-là, je peux le prendre et le mettre où je veux. Et donc ça, c'est ta réplication. Et l'agrandir. Et je peux l'agrandir, le réduire, et là j'ai donc ce que je vois, c'est le script. Tu vas te tourner complètement vers le vert, si tu veux bien. Bien sûr. Laurent, et tu vas prendre ta fenêtre et tu vas l'agrandir pour qu'elle prenne tout le mur, s'il te plaît. Donc celle-là, c'est celle-ci que tu veux. Ouais, prends-la. Si tu arrives. Ok. La glisse sur le... Voilà. Donc je la mets, tu vois, à la grandeur que je veux. Et ensuite, je peux l'agrandir au max. Et donc j'ai une immense fenêtre sur le mur qui prend tout le mur du studio. Je ne sais pas si ça se voit. Donc voilà. Et donc ensuite, je peux la prendre, je peux la réduire à la taille que je veux. Et je l'attrape par ce petit hop, je la remets à côté des autres et je me retourne. Et donc là, tu vois, à l'écran, on a juste à l'instant présent, j'ai une fenêtre, 2 fenêtres, 3 fenêtres, 4 fenêtres, 5 fenêtres. Et tu vois, celle-là, là, par exemple, derrière, je te vois pas. Mais regarde, hop, je la monte, je vous vois pour travailler. Sérieux, tu travailles là ou tu t'amuses? Non, je travaille. Et on peut faire les deux en même temps, Stéphane, je t'expliquerai. Regarde, j'étais en train de lire le site de Underside, et regarde, hop, je le monte. T'es passé pour un pisse-froid, fort. Mais non. Non, mais tu pourras un rabat-joy, ouais, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ce type? Pourquoi c'est trop compliqué, c'est ça? Je peux juste rajouter un truc. Vas-y. Au moment où on a eu la démonstration, j'ai dit,
Je crois, oui. Et puis, chaque fois qu'on en a parlé depuis, y compris vendredi, j'ai dit ce que j'ai envie de tester, moi, à titre perso, c'est cet espace d'écran infini. Et là, je le teste grandeur nature et je trouve ça juste bluffant, quoi. Voilà. Alors, on reviendra sur l'ordinateur spatial parce qu'on a un chapitre là-dessus. Je voudrais ajouter une petite chose en fait par rapport à ce que Laurent a montré comme démonstration avec l'extension du Mac. Très franchement, ce qu'on voit à l'écran, c'est parfaitement lisible. Et la résolution de cet écran virtuel, elle est dingue. C'est vraiment possible de travailler dessus. C'est pas du tout fatigant. C'est incroyable. Didier, sérieux, tu arriverais à bosser comme ça ? Et il bosse. Il y a plein d'éléments. Effectivement, moi j'ai déporté l'écran du Mac dans l'avion et ça marche très bien parce que tu peux le mettre vraiment très grand et j'ai pu faire du montage vidéo, donc c'est quand même pas rien. J'en ai fait pendant plusieurs heures, donc vraiment ça fonctionne. Là, ok. Après, ce que nous montre Laurent, on est beaucoup, je pense, à avoir soit un grand écran, soit 2 écrans, donc moi je suis habitué à ça. Après, à l'usage, tu vois, on a la possibilité aujourd'hui de se mettre 5 écrans autour de la tête. Je pense qu'on le fait pas non plus parce qu'on va pas passer sa vie à tourner la tête non plus, tu vois. Et surtout, il y a un truc que les gens ne voient pas, c'est que le champ de vision du casque, il est réduit. C'est-à-dire que vous n'avez pas la pleine largeur. Quand vous mettez vos fenêtres, vous voyez pas non plus à 180 degrés. Du coup, il faut quand même beaucoup tourner la tête et on a beaucoup, même si on commande tout avec les pupilles, il faut quand même souvent tourner la tête. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi j'avais fait ça au début un peu, et quand vraiment tu te mets dans cet environnement, tu dis tiens je vais essayer de bosser, et tu passes ton temps à tourner la tête, quoi. C'est pas un truc super agréable. Moi je préfère avoir un grand écran pour travailler. Là par contre ça fonctionne. Après c'est peut-être très personnel, je sais pas. Voilà. Non, mais on est merci Didier. Voilà, mais lui, il donne des arguments. Bah oui, mais attends, j'ai posé une question. Est-ce que c'est naturel ? T'as des gens qui mettent des fenêtres un peu partout dans la maison. Ça, c'est assez fou. C'est que tu peux aller bloquer, je sais pas, j'en sais rien, ton application Home, tu vois, sur ton mur de l'entrée. Tu peux aller mettre iTunes dans la douche. Et en fait, tout va rester en place. Ça, c'est habile transition. Habile transition. Alors, démonstration. On va basculer sur l'Apple Vision Pro, s'il vous plaît, en régie. Sur l'interface, allez-y, et il va aller donc dans la régie en direct. Donc là, on est en train de tourner. Là, okay. tu laisses les interfaces que tu as laissées. J'ai abandonné mes fenêtres et donc on les voit toutes positionnées dans différents endroits. Hein, et je vais dans la régie. On salue l'équipe. Je vais dans la régie. On fait les Macs. Salut. Et donc dans la régie, tout le monde va pouvoir nous dire bonjour. Salut la régie. Paul, salut Lily. Hello. Salut, et en venant ici, regardez, j'ai une fenêtre qui est restée accroché et je vais prendre le stylo et je vais pouvoir dessiner, faire le OK, mais je vais pouvoir aussi je vais choisir celui-ci, je peux choisir la taille et je peux écrire. Là c'est voilà, donc c'est le bureau d'Olivier. Oui, j'ai un petit placard doré. D'Olivier. Bon, j'écris mal, hein. Mais comme je l'aime bien, je vais lui faire un joli cœur. Voilà, une fraise. Et puis, donc, je reviens, je quitte son bureau. Salut la régie. OK. Hello tout le monde. Et donc, je retourne. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'on voit le dos de mes fenêtres. On voit le faux décor d'avoir fait le Mac. Voilà, le dos de mes fenêtres. Et quand je repasse de l'autre côté, en fait, je retrouve exactement mes fenêtres là où je les avais laissées tout à l'heure. Ouais, c'est bluffant. Alors, c'est bluffant. Stéphane, je peux réduire les fenêtres. Alors, monsieur Zibi. Il y avait une question surtout en fait que tu avais trouvé. Il y a toujours Grégory qui pose une question intéressante. Et on lui remercie parce qu'il nous a aussi filé 11,99 €. Wow. Merci Grégory. Merci beaucoup Grégory. Voilà. Non, jusqu'à est-ce que au redémarrage de l'Apple Vision Pro, il reprend la configuration des fenêtres comme sur le Mac? Didier. Ouais. Bonne question. Didier. Alors, en fait, ça dépend combien de temps tu l'enlèves. Si tu le poses 2 secondes et que tu le remets, il le garde. En général, tu gardes tout. Il n'y a pas trop de soucis. Au bout d'un moment, il se met en veille, il reboot un petit peu, il te refait la détection de l'œil et tout. Donc c'est un petit peu comme l'iPhone. Je pense qu'à un moment, tu dois avoir un délai de mise en veille. Donc, mais a priori, tout reste. C'est-à-dire que globalement, si tu es toujours dans la même pièce, que ton casque n'a pas été débranché et tout, il te garde tout. Après, je ne l'ai pas essayé, tu vois, de le pousser à 0 dans la même pièce et de regarder si mes fenêtres étaient au même endroit. Il faut savoir aussi, je ne sais pas si vous avez essayé, si vous appuyez longtemps sur la petite molette là, ça vous réinitialise l'environnement, c'est-à-dire ça vous remet vos fenêtres devant vous. Ça évite, si on a perdu des fenêtres qui sont le bout de la maison, on les a mis, on récupère tout. Donc en fait, c'était pas vraiment fait non plus pour ça, quoi. C'est pas fait pour laisser des fenêtres se balader, hein, clairement. Voilà, mais c'est très original comme idée, je trouve,
d'habiller des espaces différents dans son bureau, sa maison. On verra, c'est le début d'une... Ah, c'est sûr que c'est quelque chose, c'est une révolution. En termes d'idées, je trouve ça véritablement ingénieux, remarquable, et c'est toute la différence aujourd'hui par rapport à ça, qui aujourd'hui a un usage principal qui reste avant tout soit les visites virtuelles, l'immobilier, choses comme ça, soit les jeux vidéo, bien sûr. Et là, déjà, il y a un aspect tout à fait différent. Il y a la qualité vraiment des composants, on va y revenir dans un instant, et notamment de l'affichage qui a tombé par terre, mais surtout ces idées d'interface et comment les répartir dans son espace, j'ai trouvé ça remarquable. Est-ce que c'est venu naturellement, peut-être un peu avec Christophe et avec Stéphane, vous l'avez très peu utilisé, quelques minutes ou quelques heures. Est-ce qu'il a fallu un long moment pour prendre le truc? Oui, je vais juste me permettre du coup un commentaire là-dessus. En fait, c'est intéressant parce que quand je suis arrivé, j'étais perdu. C'est pas les mêmes menus que ce qu'on est habitué à voir. Ouais. Et Christophe m'a dit, Laurent, tu as un bouton pour fermer, tu as la barre, il faut que tu l'attrapes. Là où c'est intéressant, c'est que Stéphane a fait venir un copain à lui, David, tout à l'heure, qu'il a essayé. Et en fait, instinctivement, lui, il a eu le réflexe. Exactement. Il a compris. Donc, je me dis, c'est que c'est assez simple en usage pour que tu te l'appropries très, très rapidement. Et c'est là où on voit la force d'Apple. C'est que quand on voit l'interface, avec Christophe, tout à l'heure, on se disait, waouh, ils ont inventé encore une nouvelle interface, mais c'est assez génial à l'usage. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même un principe de base, et tu répondras, Stéphane. Tout à l'heure, en faisant la démo avec Julien Chiez, on n'arrivait pas à activer un menu. En fait, il fallait lever la tête. En fait, c'est pas la tête qu'il faut lever. Non, effectivement. Donc, il y a tout un tas de fonctionnalités en fait qu'on va pouvoir activer juste en bougeant la tête, en fait, et en dirigeant le regard vers une partie de la fenêtre, par exemple. Et puis, effectivement, à un moment donné, on s'est dit, il y a un menu en fait de configuration qu'on doit aller chercher en hauteur. Et effectivement, on a tendance à lever la tête, mais si on lève la tête, on n'a que très peu de chances d'obtenir en fait cette petite capsule je le montre, là, sur laquelle on peut cliquer. Ouais, si je clique, hop, tandis que effectivement, il faut utiliser les yeux et lever les yeux vers le haut, lever les yeux tout simplement, pour pouvoir aller chercher ce menu en question. Donc c'est vraiment c'est pas le geste de tourner la tête ou le geste de donc se tourner vers une application ou regarder, c'est vraiment le regard. Paul va le remettre et tu vas voir, je vais le montrer. On rebasculer en régie. Donc voilà, voilà ce que je vois. Hein. Donc tu lèves, si je lève les yeux, je bouge pas. Alors si je lève la tête, voilà ce qui se passe, mais c'est pas ça que je fais. Si je lève les yeux, on voit le petit point vert. Voilà. Je clique sur le point vert et le menu apparaît. Et là, je peux choisir. Par exemple, tout à l'heure, on parlait du fond. Et tu me posais oui, on n'a pas vu ça, bien sûr. Oui. Alors, en fait, si j'active le fond, donc là, j'ai choisi le fond donc clair, de la Lune. Et en fait, voilà ce que je vois. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est le passage du mode réalité augmentée à réalité virtuelle. Donc c'est hyper important parce que ça permet de définir jusqu'à quel point on veut être immergé dans la réalité virtuelle. Reste comme ça, ne bouge pas, je vais rentrer... Alors tourne-toi, remets-toi face de l'autre côté au mur et je vais m'approcher. Parce que ce qui est remarquable, c'est qu'il y a des détecteurs qui peuvent te dire, attention, tu vas arriver sur un obstacle, donc il faut que tu te rapproches de moi. Voilà. Et là, ça y est, je le vois, tu commences à apparaître par transparence. Vous voyez, donc c'est assez... Tu lui donnes une claque, ça se voit. Mais après, je le roule de quoi après l'émission? Mais non, il m'aime bien malgré tout. Regarde, si tu te tournes, voilà, là, fais un bisou. Là, il n'y a pas d'interface, donc je vais venir ici et en fait, à un moment donné. Oui, c'est ça, tu apparais. Voilà, tu apparais. Oh, ça fait bizarre. Non, parce que tu es filmé. Hein. Voilà, donc c'est vraiment assez. C'est très bien pensé et encore une fois, je ne pensais pas qu'une version 1. Alors. C'est pas pour te critiquer, je ne pensais pas qu'une version 1 aurait été aussi aboutie. Très honnêtement, je suis agréablement surpris. Tout ce que je peux dire, parce que c'est sûr qu'on dit Stéphane, c'est rabat-joie. Mais non, c'est bas-joie. Tout ce que tu veux. Ce que je veux juste dire et répéter pour être bien clair, c'est une révolution ce machin-là. C'est vraiment une révolution et je pense que maintenant, on n'aura plus la même façon de voir les choses. Le prix peut-être sera peut-être un blocage, peut-être, mais il faudra peut-être que les prochaines versions valent moins cher. Mais globalement, on est quand même sur vraiment une sacrée révolution où là, les gens vont créer un nouvel espace et en gros, nos gestes vont avoir une valeur. Quand on a pu avoir, moi c'était en 2010, j'avais une boîte de design, je travaillais devant une boîte de design qui n'avait pas de chef de projet ni de développeur. Je suis à mon Didier. Voilà. Et dedans, il y avait... il n'y avait pas de chef de projet, comme je disais, mais surtout, on n'avait que des designers. Il y avait des designers, des visual designers, l'équivalent des directeurs artistiques, des interaction designers, ceux qui pensaient au tunnel, au tunnel d'achat, etc. Et on avait, grâce à la Kinect, des kinetic designers, des mecs qui travaillaient avec les gestes. Mais ça, on essayait de les vendre. Logic Kinect a été racheté par Apple. Et donc aujourd'hui, je pense que là, maintenant,
vu cette technologie, qu'on va commencer à jouer avec les gestes. On va créer des gestes. Et celui qui créera des gestes avec des applications, je vous rappelle qu'il y a une boîte qui s'appelait Tweety, qui était une application qui permettait, quand on appuyait son écran de haut vers le bas, de rafraîchir notre écran. Et ben c'est peut-être juste sur cette petite chose-là qui a été fait que Twitter rachète Tweety. Le drag to refresh, c'était ça. Ça a été adopté quasiment par tout le monde et qui a adopté parce que voilà, quand un geste est simple et qu'il est adopté, là, nous qu'est-ce qu'on avait ? On avait ça pour pouvoir passer de photo en photo ou ça pour le zoom. Qu'est-ce qu'il va avoir ? Là maintenant c'était ça. On a eu un peu ça avec le ça pour pouvoir le réveil, tu sais, pour désactiver le réveil. Nos gestes vont devenir maintenant quelque chose de notre quotidien, mais c'est pas quelque chose qu'on a démarré et qu'il n'y a pas eu d'application là-dessus. D'ailleurs, il y a une partie sur la Killer App un petit peu plus tard dans le déroulé que j'ai bien lu. Olivier. Oui, tu as bien lu. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est au début de quelque... Je t'en remercie. Ce que je veux juste dire par là, et qui est vraiment important, c'est qu'on se doit, comme on est au début de quelque chose, bien sûr, tout est perfectible, et c'est pour ça que j'ai une certaine retenue, en plus avec le prix. Retenue ? Je t'en prie, tu peux laisser continuer. Je t'en prie. Voilà. Parfait pour cette analyse pertinente, mon cher Stéphane. Ah bah merci. Allez, avant de passer à vraiment la qualité la plus impressionnante, qui est la qualité d'affichage, et c'est vraiment ça le secret de l'ordinateur spatial, Laurent, un petit clin d'œil à notre sponsor bien-aimé, à savoir NordVPN, qui, bien que l'application ne soit pas disponible officiellement sur l'Apple Vision Pro, est bien là, grâce à une petite astuce, mon cher Laurent. Oui, tout à fait. Donc en fait, je vais pivoter parce que comme ça, je vais pouvoir le montrer. Pivote. Regarde, dès qu'on me met l'écran, voilà, je pivote. Et donc en fait, j'ai les deux fenêtres. Donc en haut, j'ai le store. Et dans le store, tu vois, quand on revient en arrière, hop, je vais faire mon retour arrière. En fait, tu vois, tu as les applications pour Apple Vision, mais tu as aussi les applications pour iPhone et iPad. Et donc en fait, si tu vas sur application pour iPhone et iPad, tu as l'application, tu vois, je l'ai installée, tu peux l'ouvrir. Et en fait, elle est là en bas. Et je peux choisir, je peux déplacer avec mon doigt la fenêtre et je peux choisir les pays dans lesquels on peut se connecter. Donc ça permet finalement de s'orienter vers les contenus qui sont un peu différents. Moi, je suis un grand fan de l'Ukraine en ce moment, au-delà de ce qu'ils vivent, mais parce que quand on se connecte en Ukraine et qu'on s'abonne à un site qui commence par You et qui finit par Tube, on peut être premium et pour 2,51 €, exactement le mois dernier. Prime. Donc voilà. Salto. Ah, ça existe. Salto aussi. Et on peut aussi, bien sûr, on a vu que quand il n'y a pas la chronologie des médias, par exemple, on peut aller regarder Mario. Super Mario. Donc aux États-Unis, en se connectant aux États-Unis. Donc en fait, tu vois, je prends mon store, je me déplace, je clique là. Et si je clique là, il va automatiquement se connecter en Quick Connect. Tu vois, clac. T'as pas encore le tic comme ça de faire tout le temps comme ça maintenant ? Mais en fait, c'est au début, je faisais des très très grands gestes. Et Christophe me dit, mais tu peux le faire juste devant. Même, tu vois, je pense que à un moment donné, on va même plus le voir. Même sur ta jambe. Hein, ouais, c'est ça en fait. Et, donc ça voilà. peut être même plus discret que ça. Ça va être. On a hâte qu'ils réduisent pour pouvoir piloter nos prompteurs depuis nos lunettes. Alors, on l'a dit, le plus impressionnant, c'est la qualité d'affichage. C'est vraiment une immersion totale qui donne tout son sens au slogan ordinateur spatial. Ça, c'est du lancement, Stéphane Zibi, quand même, non ? Oui, c'est du merveilleux lancement et je suis ravi de faire partie d'une émission avec d'aussi beaux lancements. Surtout si tu les lis avant. Alors, la qualité d'affichage, on est tombé vraiment par terre. Et encore une fois, le démontage par iFixit révèle le secret de ce Apple Vision Pro. Ces écrans, et on en connaît un peu plus, ses amis. Laurent, tu vas peut-être dire un petit mot parce que tu m'en as longuement parlé avant de préparer cette émission. Non, mais en fait, ce que je t'ai dit, c'est je suis tombé sur la vidéo, j'ai regardé, il y a 2 vidéos, donc je recommande, après avoir vu la nôtre en entier. Hein, ça, c'est la première, il y en a une deuxième où on se concentre sur les écrans. Oui, tout à fait. Mais sur la première, tu vois la quantité de matériel, de couches qui sont empilées, de connecteurs et de nombre de vis. Et c'est comme ça qu'on a réalisé qu'il y avait 2 ventilateurs, parce qu'on a eu un débat, et comme le disait Christophe depuis le début, il y en avait 2. Et donc voilà. Et c'est assez impressionnant, mais c'est là où tu comprends que finalement, c'est un bijou technologique. Alors, je ne vais pas dire qu'un iPhone ou n'importe quel téléphone ou smartphone aujourd'hui n'est plus un bijou. Mais finalement, le facteur de forme, je ne sais pas comment traduire le form factor. Oui, mais en anglais. Mais le moule. Non, mais ouais, la forme de. Finalement, le téléphone, c'est un truc rectangulaire et on empile des couches, et une batterie et des couches. Et là, en fait, comme il y a un système qui c'est beaucoup plus épais avec cet effet 3D, on se rend compte qu'il y a une partie du circuit imprimé qui est en V, il y a les 2 ventilateurs qui sont derrière les écrans. Quand on passe la main dessus, on sent qu'il y a un léger flux d'air, mais très très léger, et on n'entend pas le ventilateur, mais ça veut dire qu'il tourne. Donc c'est assez bluffant. Et en creusant, ensuite, il parle des écrans. Et quand il parle des écrans, on se rend compte que les pixels sont positionnés de façon originale. Il y a un pixel
pixel rouge, un pixel vert et le pixel bleu sur le côté. Surtout que la densité, ils se sont amusés à positionner finalement à quoi ça correspond par rapport à un écran 4K réel, et c'est juste bluffant. Non, mais le fait que la densité de pixels, comme le disait, je pense, Didier tout à l'heure, la densité de pixels qui est 54 fois plus grande que celle d'un iPhone 15 Pro aujourd'hui, mais c'est juste, on peut même pas s'imaginer. Ce que j'ai dit à Olivier l'avait pas entendu, il disait c'est vrai que c'est quand même incroyable, on a la presse, tout le monde qui a analysé toutes ces choses-là et on l'a lu nulle part et c'est quand même assez honteux, il a raison. C'est qu'en fait, c'est un partenariat entre TSMC et Sony, où en fait TSMC a fabriqué un substrat sur lequel Sony est venu placer les capteurs et c'est juste bluffant, quoi. Moi, alors le secret vraiment de la fabrication et vraiment l'arme secrète d'Apple au-delà de la puce M2, de la puce R2, c'est ça R1. R2, ça sera pour l'année prochaine. C'est vraiment ces écrans qui offrent une immersion remarquable. Vraiment, dès qu'on a mis le casque sur les oreilles et sur les yeux, on a vraiment eu une immersion totale. C'est commun à toutes l'immersion. Je parle de l'immersion, pas la qualité de l'écran. L'immersion est commune à toutes les lunettes comme ça. Oui, mais si tu vois des pixels comme c'est sur le cas je sais bien, non, mais c'est celui-là, évidemment. Tu vois, je pense que l'immersion est directement liée avec la qualité du matériel que tu vas porter et à la qualité du logiciel qui se trouve dessus. Je pense au poids surtout. Ah oui, ça aussi. Le poids, c'est ça le plus important. Oui, effectivement. Et après, l'histoire du calibrage, on l'a pas ici, le calibrage des yeux. Je crois pas. T'es sûr? En fait, c'est la première chose qu'on a eue. Dès qu'on l'allume, c'est le calibrage des yeux. On en parlera peut-être. C'est hyper important, le calibrage des yeux. Et vous allez voir, si vous le prêtez entre vous, alors soit vous avez tous le même écartement, mais si vous refaites pas le petit truc là, avec les petits pixels à regarder là, à gauche à droite, pas, et ben il y a des fois, vous fixez un truc et ça fixe le truc au-dessus. Mais moi, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure avec Christophe. Voilà. Comme j'ai une. Et d'ailleurs, moi j'ai pas fait encore, mais si vous mettez vous pouvez mettre plusieurs personnes sur le casque. Je crois, mais je suis pas sûr qu'il peut garder ces préférences-là. Oui, parce qu'il reconnaît ton œil. Parce qu'il reconnaît ton œil, en fait. D'accord. Et donc, en fait, on a eu le Touch. On a eu le Touch ID, puis après, on a eu le Face ID, maintenant, on a le Eye ID. C'est ça, l'Iris ID, l'Optic ID. ID. Donc quoi, plus de 2 millions de pixels, Laurent, intégrés dans les... Oui, sur moins de ce qu'on appelle un inch carré. Hein, donc tu vois, c'est vraiment un truc qui est grand, qui est microscopique, quoi. Et chaque pixel, je crois, fait 7,5 microns, quoi. Donc en gros, si on compare à l'iPhone 15, la densité est incomparable. Ben, quand tu regardes l'iPhone 15, que tu trouves l'iPhone 15 d'une très belle qualité, l'écran, tu vois, où tu vois pas les pixels, ben, dis-toi que l'écran qui est là-dedans, il est 54 fois plus dense. Ouais, c'est-à-dire que sur un pixel de l'iPhone, il y a 54 pixels, ou c'est l'inverse? En fait, là où tu as un pixel sur l'iPhone, il y en a 54 sur la taille de cet écran qui est dans l'Apple Vision. Bilan, dans l'Apple Vision Pro. Bilan, au-delà de cet excellent rapport de densité de pixels, on a vraiment c'est ça en fait qui est plus important, Christophe, que la résolution en elle-même, parce que la densité fait qu'on ne voit pas la pixelisation, qui est le talon d'Achille de la plupart des casques. On en parlait encore avec Julien Chies cet après-midi, il nous parlait du modèle de chez Sony avec la PlayStation. Oui, de celui de la PlayStation, mais ça vaut aussi pour celui-ci, en fait, le MetaQuest. Effectivement, le fait d'avoir des tout petits écrans, mais avec une grande résolution, permet effectivement d'avoir une densité de pixels. Donc c'est vraiment le plus de pixels possible en fait sur une région toute petite, sur une taille toute petite en fait d'écran, mais permet en fait à nos yeux d'avoir quelque chose d'absolument naturel en termes de perception, en termes d'image, en termes aussi de colorimétrie comme on en parlait, etc. Franchement, oui, c'est tellement important parce que quand on met le casque, on n'a pas cette impression de ne pas voir la réalité. Et ça, honnêtement, ce matin, quand je l'ai mis pour la première fois, j'avais cette crainte de me dire ouais, je vais quand même percevoir que c'est une caméra. Et en fait, oui, Julien qui était là tout à l'heure, en fait, disait c'est vrai que si on va dans les zones sombres, oui. On perçoit légèrement en fait un peu de bruit comme sur une photo. Mais sinon, globalement, c'est purée de bon, quoi. Ouais, et puis tu sais, on a le même effet avec le casque à réduction de bruit. Quand moi le matin, des fois, je mets
mes AirPods Pro et à 8h42 j'appelle mon ami Warit tous les matins, c'est notre petit rituel. 8h42. Et à 8h42 c'est le moment où j'ai déposé les enfants à l'école et donc voilà, et donc en fait c'est le rituel et donc en fait à un moment donné si par exemple il n'est pas dispo ou que j'ai les écouteurs, des fois j'écoute même pas la musique et c'est que en arrivant à la maison que je réalise que j'ai les écouteurs, je les enlève et en fait j'étais dans ma bulle et j'avais oublié même que j'étais dans cette espèce de bulle de confort. Donc tout à l'heure quand je suis descendu accueillir des gens qui sont venus nous voir pour essayer, je l'avais sur les yeux et je trouvais que c'était plus agréable de l'avoir sur les yeux que de l'avoir au-dessus. J'avais peur de le faire tomber. Alors que sur les yeux, finalement, je vois le monde. Non, mais c'est ça la solution et c'est toujours ce qu'apprenait Apple. C'est la technologie. En fait, on s'en tape. Elle doit juste être tellement importante, tellement présente qu'au final, ce sont les usages qui vont passer parce qu'elles s'effacent devant les usages. Et c'est exactement ce que fait l'Apple Vision. Exactement. En fait. Alors, le point important... Laurent, t'es pas gêné, toi, sur le plateau, avec tous les spots et les lumières? Parce que moi, j'ai beaucoup de reflets dans les lentilles caméra. Écoute, c'est très étonnant parce que, tu vois, cette lumière-là, cette lumière est très, très forte. Très éblouissante. Et même celle d'en bas, quand tu peux pas la regarder. Et en fait... Et moi. Et oui, toi, tu es solaire, toi, c'est pareil, tu n'es pas éblouissant, tu es solaire. Et en fait, la lumière est très, très réduite. Et quand je le regarde vers le haut, en fait, si je regarde en haut, je vois carrément les bandes blanches des LED derrière, tu vois, dedans, alors qu'en fait, je les vois pas d'habitude tellement c'est lumineux. Et au moment où je passe rapidement, en fait, il estompe cette surlumière, mais je pense que ça a un avantage quand même positif. Mais tu vois, c'est terrible parce que là, je vois le retour sur l'écran de contrôle, ça bouge dans tous les sens et je pense que ça va vous donner le mal de mer, alors que pour moi, tout est stable, quoi. Oui. Je me rends même pas compte que ça bouge, quoi. Tout à fait. Quelque chose de supplémentaire, si on peut revenir en régie sur ce que voit Laurent au niveau du casque, du Vision Pro, on peut s'apercevoir que si tu regardes un peu par là, par exemple, Laurent, voilà, on peut se rendre compte en fait qu'au centre, c'est très clair, très net par rapport à ce que Laurent est en train de regarder. Sur les côtés à gauche et à droite, oui, c'est vrai, on perd enfin, il y a une espèce de diffusion, en fait, c'est un peu flou, et c'est fait tout à fait exprès, et c'est vrai que quand on a le casque quand on a le casque sur la tête, on s'en rend pas du tout compte en fait. Mais par contre, ce sont des astuces pareilles en fait qui aujourd'hui, au niveau de la technologie qu'on a, permettent en fait d'avoir une immersion complètement fluide en fait. Et c'est ça aujourd'hui, on va en parler dans un instant parce qu'on l'a comparé au Quest 3 de Meta, qu'Apple apporte une vraie valeur ajoutée par rapport à la concurrence, quelle qu'elle soit. Hein. Encore une fois, Julien, qui a tout testé les casques, et notamment en matière de jeux vidéo, était lui aussi stupéfait par la qualité du rendu. Et ça, la valeur ajoutée, c'est l'écran Sony 4K, ou presque 4K, parce que ce n'est pas forcément de la 4K, vous l'aurez compris. Mais c'est extraordinaire, proche comme ça. Oui, on ne voit pas la différence. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, si demain Meta rachète Apple achète à Sony les mêmes écrans, il devrait pouvoir avoir la même définition. Ça plus à 300 balles. Mais oui, mais c'est pas aussi simple que ça, Laurent. Tu parlais notamment du fondeur chez Apple, à savoir ouais, ben en fait, c'est ce qu'on a découvert. On a découvert ça par le plus grand des hasards, c'est qu'en fait, c'est pas un écran Sony exclusivement, c'est des capteurs, c'est des pixels Sony posés sur un substrat développé. Et en fait, Sony vient le déposer. Donc, il y a peut-être aussi une exclusivité là-dessus qui est assez unique. Alors, dans le temps, c'est qu'une question de temps. Je pense pas que c'est une exclusivité, je pense que c'est aussi une question de fabrication. Oui, ils ont un processus de fabrication qui est unique. Bah voilà, donc en gros, de fait, il y a une exclue qui se fait, ça doit coûter très cher, etc. Et donc il y a une chaîne pour eux. Je vous donne juste une chose, Laurent. En fait, effectivement, non seulement il y a cette particularité en fait de comment Apple fonctionne en fait au niveau de son matériel, etc. et comment c'est pensé, mais en plus de ça, il y a effectivement cette couche logicielle en fait sur du matériel qui est le propre de Apple en fait, et donc on aura beau essayer de copier, je pense, ce que fait Apple, mais c'est pas, enfin voilà, les équipes de Apple et les cerveaux de Apple ont réalisé ce qu'on a aujourd'hui devant les yeux, et ça a beaucoup d'importance, je pense en fait. Non, rien, je suis en train de vous regarder, j'ai ma fenêtre là qui me protège de toi. Décale un petit peu, décale. Non, c'est pas ça, ce que je veux dire, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que tu as l'œil, quand tu regardes, tu as le menu qui apparaît, et c'est juste en bougeant de ton œil de quelques millimètres. C'est ça, c'est l'eye contact. C'est incroyable, c'est incroyable. Et j'aurais jamais imaginé que cette précision, tu vois, je regarde Disney, je regarde tac. Puis le fait de voir tes yeux, moi je vois tes yeux avec un petit nuage blanc qui apparaît par-dessus parce que ça filme. Donc les yeux deviennent plus agiles
Je sais pas. Tu sais que moi, je travaille avec des ophtalmos, on travaille avec des ophtalmos sur un projet, et eux, ils veulent vraiment tester ça, parce que il y a derrière, il y a plein de... folie. Ben ouais, il y a plein d'usages, il y a plein de trucs, ils ont plein d'idées derrière, et entre autres, eux sont capables de faire de l'analyse de lunettes automatiques. C'est typiquement quelque chose qui pourrait intéresser Apple. Oui, on met son casque dessus. D'ailleurs, non, mais tu te poses et tu dis, hop, ça y est, je te dis c'est quoi tes lunettes, et donc du coup, Apple pourrait faire la prescription dans un Apple Store. Glass Pop, ça s'appelle. C'est des génies. Juste une petite question d'Alexandre Becquet qui demande si c'est le même geste que sur l'Apple Watch 9 et Ultra 2. Oui, tout à fait. C'est le exactement. même. Voilà. Il est même beaucoup plus sensible que sur l'Apple Watch et l'Ultra 2. Donc, on a bien compris que cet avantage, Didier, qu'a Apple aujourd'hui, certes, on va voir, on en parlera en conclusion de cette émission, je pense que c'est une bonne nouvelle en général l'arrivée de ce casque, parce que l'ensemble de l'industrie va se mettre sur le chemin tracé par Apple, pour ne pas dire va copier Apple dans la manière de vendre ce casque en tant qu'ordinateur spatial, et l'idée d'interface va, je pense, se faire des émules. Mais si demain ils veulent avoir la même catégorie d'écran, ça va être plus compliqué, parce qu'il faudra convaincre TSMC, et on sait qu'ils ont des relations privilégiées avec Apple, et qu'a priori, chaque fois qu'Apple lance une nouvelle catégorie de produits, ils se débrouille tout le temps, Didier, pour se réserver la production pendant quelques temps, c'est ça? Oui, bon après, TSMC, c'est clair qu'ils ont un énorme contrat avec Apple, hein, c'est leur plus gros client de mémoire. Et d'ailleurs, ça embête la concurrence, mais pas uniquement ces secteurs-là. Ça embête tout le monde, parce que ce soit dans la téléphonie, l'informatique, l'automobile, ils aimeraient bien graver finement, hein, parce que ça permet de consommer moins, d'avoir des puces plus puissantes. Tu vois, Canon qui veut faire des puces pour son appareil photo, bah, aujourd'hui, je ne sais pas combien ils sont gravés, mais ça doit être en 15 ou 20 nanomètres, donc on est encore très loin de l'iPhone. Ouais. Après, il faut voir aussi la finalité. Là, c'est vrai qu'ils nous ont vendu aussi un ordinateur, donc forcément, là, tu vois, là, j'ai mis, c'est génial, parce que tu vois, j'ai mis l'écran, donc je peux enfin vous regarder dans les yeux. Quelque part, tu vois, j'ai l'écran devant moi, et je vois vraiment les pixels, enfin je vois mon interface avec la même netteté que sur un véritable écran. Après, si tu fais un PSVR, où de toute façon les jeux, voilà, ils sont en 4K, mais tu vois, quand tu commences à avoir beaucoup de choses à l'écran, ça commence à ramer un petit peu, etc. Enfin, tu n'as peut-être pas forcément besoin du même niveau de qualité. L'écran externe, il n'est pas très utile quand tu fais des jeux, etc. Donc c'est vrai qu'ils sont mis sur un segment où effectivement ils ont besoin de ce niveau de qualité qu'on n'aura peut-être pas forcément avec un casque qui sera un petit peu plus récréatif ou qui sera un petit peu plus casual. Et d'ailleurs, tu sais, on a cette expression là, over-engineered, pour le HomePod, pour tout un tas de produits Apple qui n'ont pas forcément très bien marché, parce qu'ils sont allés très très loin technologiquement. Bah, là, je pense que pour faire de la VR, il faut être over-engineered. Enfin, en tout cas, quand tu veux cette finalité d'ordinateur spatial, tu es obligé d'avoir les meilleurs technos qui seront sur le marché. Et ça explique aussi le prix d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et en fait, c'est intéressant parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on parlait des imprimantes au début, de la définition des fichiers, on parlait de DPI, qui étaient les dots per inch, donc c'est le nombre de points par centimètre, hein, que tu avais, par inch en l'occurrence. Puis ensuite, quand on a parlé des écrans, on a parlé des PPI, c'était pareil, hein, des pixels per inch. Donc c'était et maintenant, en fait, on s'est rendu compte, et moi, j'avais pas du tout conscience de ça, et ceux qui étaient quand même plutôt experts des lunettes le savaient. En fait, on parle de PPD, qui sont les pixels per degree, et en fait, c'est par degré de rotation de ton œil, de couverture de ton œil, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que ça couvre sur la zone où tu regardes. Et en fait, c'est un cône, hein, ton œil, il arrive au fond du cône, donc en fait, c'est combien de degrés tu arrives à couvrir, et c'est vrai que ça va quand même assez loin sur le côté. Donc ça te coupe, il te manque un peu quand même le bord, tu vois mieux. Mais les gens qui portent des lunettes, et surtout ceux qui ont des grosses montures, sont déjà habitués à ça. Ouais, en fait, c'est ça, c'est intéressant. Donc, mais là, ça couvre, c'est énorme, hein, comme ça couvre jusque-là. On a un chiffre d'ailleurs que nous a sorti iFixit. Hein. Oui, tout à fait, on est à 34 ppd. Ouais. Donc c'est un très très bon chiffre, paraît-il. Si on compare par exemple le PlayStation VR 2, je crois. Je crois qu'ils sont à 19 et le MetaQuest 3, qui est réputé comme étant bien, était à 25. C'était imagine les questions Twitter qu'on nous avait adressées. Donc vous l'avez bien compris, aujourd'hui, l'un des valeurs ajoutées de ce casque, c'est avant tout ses écrans et la qualité de son affichage qui sont particulièrement bluffante, la qualité d'affichage. Et vraiment, on s'est régalé. Et c'est ça le principal effet wow. Maintenant, est-ce que cet effet wow va perdurer? Est-ce qu'après une semaine, Didier prend tant de plaisir à le mettre sur le bout du nez? On en parle. Et surtout, est-ce qu'il y a une killer app? Alors Didier, une question Twitter avec le Vision Pro, est-ce le retour et la revanche des films en 3D à domicile après l'échec des télés 3D? Est-ce que oui, effectivement, la killer app de cet ordinateur spatial, c'est avant tout le divertissement? Pour rebondir sur une autre réaction sur Twitter de Maxoum, alias Max, est-ce qu'on regarde des films
Est-ce que regarder des films avec le Vision Pro est immersif? Est-ce qu'il y a des films en 3D déjà disponibles? Et peut-être dernière question de Mano, pourquoi Netflix snob le Vision Pro? Pensez-vous, quel est votre sentiment? Et puis dernier, allez, réaction de Thomas FSR qui nous dit une grosse blague comme d'habitude de la part d'Apple. Certes, le produit est de qualité, mais un MetaQuest 3 est tout aussi équivalent et même mieux dans certains domaines, n'est qu'à 550 €. On va en parler dans un instant. Mais pour revenir sur les films en 3D, tu es d'accord avec ça? Est-ce que c'est vraiment, ça va rebooster l'intérêt? Et au-delà, est-ce que c'est ça la killer app, simplement lancer Apple TV+? Moi j'ai une question. Quand j'étais petit, j'étais à la Géode, j'étais au Futuroscope. Après, j'ai eu les films en 3D. Les films en 3D sont même arrivés à la maison. Maintenant, tu as le 4DX. Est-ce que pour autant, tous les gens se mettent à regarder les films comme ça aujourd'hui? La réponse est non. On regarde toujours des films sur la télé parce que c'est plus simple, ça s'allume en 2 secondes. On peut regarder ça à plusieurs. Il n'y a pas besoin de technologie, de lunettes, de tout ça, ça truc. En fait, oui, c'est exceptionnel. Mais là, tu me dis, tiens, ce soir, tu vas aller te faire 3 heures de film avec le Vision Pro, ou tu vas aller regarder un film avec ta copine, ta femme, qui tu veux, dans ton canapé, tranquille, tu peux manger, tu vois. Non, mais il y a quand même un côté, on peut pas faire abstraction de ce casque, il faut quand même le prendre en compte, et oui, c'est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que vraiment, tu es transporté, tu es encore plus transporté quand c'est tes vidéos à toi, tu vois, on peut les tourner en 3D, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est assez incroyable, mais on a déjà goûté à tous ces trucs. Ça existe, le 4DX, c'est incroyable. Donc, est-ce que vraiment, moi, j'arrive pas à répondre à la question pour te répondre, mais est-ce que vraiment je vais me dire, tiens, ce soir, je vais me regarder un film sur le casque? Peut-être dans certaines situations, quand je suis dans l'avion, si je suis tout seul, tu vois, dans une petite chambre d'hôtel minable avec une télé pourrie, ou voilà, dans des moments où tu vas te dire, l'expérience, elle vaut le coup parce que finalement, j'ai une mauvaise expérience à côté et j'ai ce casque dans mon sac. Donc là, moi, j'y crois assez, dans l'avion, dans tout un tas de scénarios. Après, le côté famille, machin, vraiment les gens qui vont tous regarder des films dans leur coin, je sais pas, peut-être si le dispositif se simplifie, peut-être. Sachant que dans l'avion, tu me disais une chose, tu t'es rendu compte d'une chose, il faut quand même qu'il y ait un certain niveau de lumière suffisante pour que le casque détecte les mains, hein, c'est ça? Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus. Alors, je ne sais pas si elle sera sortie quand la vidéo d'ORLM sera sortie, mais je vous mets des images aussi. C'est que, en fait, la pub d'Apple qui vous montre les gens dans l'avion, c'est un gros mensonge. Je ne veux pas spoiler ma vidéo, mais dans l'avion, dans les longs courriers, vous êtes tous allés dans les longs courriers, ils baissent la lumière quasiment tout le trajet pour que les gens se reposent, dorment, etc. Et du coup, c'est inutilisable. Le casque est inutilisable dans le noir. On ne peut pas l'utiliser. Donc, même pour aller chercher un menu, pour aller chercher le petit menu qui te permet de répliquer l'écran de mon Mac, j'ai allumé mes mains avec la torche de mon iPhone pour qu'il voit mes mains et que je puisse aller dans le menu. Après, c'était bon si tu veux. Donc, voilà, peut-être dans les vols assez courts, tu vois, les vols intérieurs aux États-Unis, tout ça, il laisse sûrement les vols de nuit ouverts. Ouais, mais en fait, ça pose plein de problèmes. Et justement, j'évoque ça aussi dans la vidéo, c'est que même pour les interactions, tu as un écran très lumineux en face de toi, puis tout ce qui est à côté est quasiment noir, donc c'est très très difficile d'interagir. Il y a quand même un point aussi dans l'avion, c'est que on nous a dit vous pouvez regarder des films dans l'avion, mais dans l'avion il y a pas de enfin il y a du Wi-Fi, mais c'est très cher et souvent il n'y a pas de débit. Donc tu vas pas regarder des films en 4K en 3D dans l'avion. C'est un bon point ça. Comment tu les télécharges Tu peux pas télécharges les films sur ton Vision Pro. Comment tu fais? Tu peux pas? Tu peux les mettre sur le fichier, tu vois, donc tu peux les faire manuellement avec AirDrop. Non, manuellement, tu vas dans Files, Apple. Non, tu mets dans l'ordinateur. Non, tu peux pas télécharger dans Apple TV+, comme sur l'iPhone, un film sur l'Apple Vision Pro. Sur l'application Apple TV du Vision Pro, moi je n'ai pas vu de bouton télécharger. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez vu, donc on ne peut pas. Mais par contre, tu peux aller mettre des films sur ton Vision Pro en AirDrop, mais t'imagines un film de 30 gigas. Tu vas prendre des heures. Donc en vrai, tu peux pas le faire aujourd'hui, ça va venir. Pour avoir la qualité 4K, je comprends ce que tu veux dire. Ce qui prendrait que quelques minutes sur l'iPhone parce que tu peux te contenter d'un 720p. Sur l'app Apple TV, ça va venir, c'est sûr, c'est obligé parce qu'ils n'ont pas pensé à ça, c'est tout. Il y a une autre farce, hein, c'est tous les gens qu'on voit conduire ou en mouvement. Et en fait, tout à l'heure, moi, je me suis déplacé. Dès que tu rentres dans l'ascenseur, il n'arrive plus à capter l'environnement dans lequel tu es. Il y a une fenêtre orange qui te dit. Même pas quand tu es en mouvement. Non, mais quand il te dit, il y a les volants, il y a la détection du volant, donc il y a une annulation. Donc il y a beaucoup de vidéos qu'on voit aujourd'hui qui sont quand même fantasmées, quoi, qui sont un peu. On l'a vu cela, donc.
Pourquoi Netflix snob le Vision Pro, pensez-vous? Moi, je vous donne 2 réponses. La première, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que 200 000 personnes, et potentiellement 200 000, ce n'est pas suffisant pour Netflix. C'est-à-dire tu as vu que l'application iPad de NordVPN aurait suffi. Hein, je te dis juste, je te dis juste que pour l'instant, ils snob. Par contre, si ça fonctionne, je peux te confirmer que ça sera les premiers à courir à développer l'application. Donc aujourd'hui, ça les ennuie parce qu'ils ne maîtrisent pas le sujet. YouTube aussi, on l'a pas dit. Hein, oui, mais tu vas voir que très très vite, ce qui va se passer, c'est que s'il commence à y avoir des usages tous ceux qui ont dit non, on n'y va pas, ils vont y aller en courant, comme d'habitude. Donc voilà, quoi. Et puis au-delà, Apple les attaque sur leur propre marché avec Apple TV+, donc je vois pourquoi Netflix leur envoyerait pas gentiment la politesse en disant écoutez, lancez votre produit, on verra plus tard, on ne va pas vous aider à développer un écosystème quand vous-même vous nous concurrencez avec vos propres services de streaming. Hein. Oui, après aujourd'hui, en fait, les entreprises qui sont en business peuvent être très bien concurrentes en fait, sur certains secteurs et partenaires sur d'autres. En fait. Donc, est-ce que vraiment c'est ça? Je ne sais pas. Moi, je pense aussi, comme notre ami Laurent, que c'est vraiment une question de nombre d'unités, tout simplement, qui ont été diffusées. Et globalement, sur ce genre de secteur, soit tu veux être le premier parce que tu veux montrer absolument que tu es là et que... Disney, parce qu'on a dit Disney. Voilà, c'est ça, Disney. Canal y est également. Disney y est, et il y est. Je trouve que Disney y est de belle façon parce que, par exemple, même l'écran en fait, de démarrage de l'application, tu vas avoir un effet 3D sur le logo Disney, etc. Donc, ils ont vraiment bien pensé ça, je trouve. Et demain, Netflix pourrait très bien être dessus, mais aujourd'hui, effectivement, c'est peut-être pas un marché et ils veulent peut-être pas se positionner. Ils ont peut-être d'autres missions en cours aussi. C'est peut-être pas leur priorité. Ce qui a fait le succès de Netflix au tout début, c'est qu'ils avaient c'était l'ubiquité, c'est qu'ils étaient présents sur toutes les plateformes, même BlackBerry. Ils ont retrouvé son programme au même moment, etc. On mettait la pause, on le retrouvait. Eux, ils avaient réussi à nous faire démontrer que le succès d'une application rendait les contenus liquides et les écrans transparents à l'époque. Et on savait. Et par contre, on ne peut pas en dire la même chose d'Apple qui ne gère toujours pas les formats VR web. Et volontairement, ils ont bloqué ça aussi. Donc, ils ne sont pas très fair-play, alors que ça marcherait, franchement. Allez, revenons à la réaction sur Twitter de Thomas FSR, qu'on a passé un peu vite tout à l'heure. Une grosse blague de la part d'Apple, comme d'habitude. Certes, le produit est de qualité, mais un MetaQuest 3 tout aussi équivalent, et même mieux dans certains domaines, n'est qu'à 550 €. Eh bien, on va essayer de répondre et vous éclairer sur ce point. On a comparé l'Apple Vision Pro au MetaQuest 3. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec la réaction en toute humilité de notre tweeteuse quand tu dis que c'est équivalent, que le MetaQuest est équivalent au Vision Pro? Alors, il y a notre vendeur d'Apple Bruxelles qui va nous dire la même chose. Quand il a mis le MetaQuest tout à l'heure, il a dit... Oui, mais en fait, le truc, je voudrais préciser une petite chose d'abord, et après je vais revenir sur ta remarque, Stéphane. Le truc, c'est que c'est très bien d'avoir des produits d'Apple. Comme le MetaQuest, etc. Je suis très content que des casques existent et que la majorité des personnes puissent profiter de ce genre de casque et puissent goûter à la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte. C'est plutôt une bonne chose. Par contre, pour moi, en fait, qui est porté ce matin l'Apple Vision Pro, et puis à un moment donné, on a reçu le MetaQuest, je l'ai porté. C'est presque, pesez bien mes mots, en fait, c'est presque de l'archéologie technologique. Hein. Donc au moment où on met le MetaQuest, en fait, au moment où on met le MetaQuest, oui, certes, ça fait quelques petites choses en fait en commun, mais à côté de ça, en fait, ça le fait tellement différemment. On a vraiment l'impression, là pour le coup, dans le MetaQuest, d'avoir des pixels en fait un peu partout. C'est lourd, la façon en fait de guider en fait avec les manettes, etc. C'est vraiment très complexe. Donc n'exagérons rien en fait, à 550 € ou à 500 €, ça ne fait pas du tout la même chose. C'est comme de dire en fait qu'avec tout mon respect, une Renault Twingo fait la même chose qu'une Ferrari. Non. Exagère. Non, ça peut t'amener d'un point A à un point B. Est-ce que je vous rappelle un célèbre personnage Non, mais c'est pas ça. Non. Alors moi, je vais vous dire. C'est un ordinateur. Non, je pense que ce sont deux usages différents et c'est deux cibles différentes. D'un côté, tu vas. Et c'est très bien. Et je pense qu'ils vont en vendre potentiellement beaucoup plus à l'exception. Grâce à Apple. Alors, c'était la discussion que j'ai eue tout à l'heure avec la personne qui nous l'a prêté de chez Meta. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a une augmentation des ventes? Il m'a dit, on ne communique pas sur cette info. Mais j'ai compris dans l'échange, et je le remercie parce qu'il n'a pas du tout confirmé. Mais en fait,
le marché d'un coup a grandi, quoi. Ce qu'a fait Apple, c'est faire grandir un marché. Comme pour les smartphones, en fait. Mais oui, la part de la pizza, d'un coup, elle est devenue beaucoup plus grande. Et je suis sûr que grâce à ça, pour la meilleure nouvelle pour Meta, c'est l'arrivée, parce que il va y avoir un engouement. Et puis quand les gens vont se dire, ben moi, j'ai pas 4000, parce qu'on dit 3005, mais la réalité, c'est pas que 3005, c'est que dès que tu rajoutes la pochette, dès que tu rajoutes 3 accessoires, dès que tu rajoutes, et attention, attendant qu'ils arrivent en France, hein, avec la taxe Apple, la TVA incluse et tout, il va être à 4000, 4005. Ouais. Et donc, il y a un gros écart entre quelque chose qui fait 550 € et 4500 €. On parle pas de la même chose. La semaine dernière, j'ai un pote qui me racontait, il me disait, j'ai un concurrent, il m'a dit qu'il faisait le truc pour 10% de mon prix. Je me dis, à 10% de ton prix, c'est plus un concurrent. Tu vois, tu fais plus le même service, quoi. Tu vois, c'est pas le même service quand il y a un rapport de 1 à 10 sur le prix, quoi. Mais donc c'est vraiment, il faut le rappeler, c'est très bien que ce genre de casque existe, et c'est très bien d'avoir. Il est plutôt pour les 550 €. Il est plutôt de bonne facture, hein. Bien sûr. J'en ai essayé à 300 € qui sont beaucoup moins bien que ça. Donc c'est une très bonne chose. C'est très bien que ces casques existent. C'est très bien qu'on puisse tester de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte. C'est très bien. Bravo Meta pour ça, et bravo en fait d'autres constructeurs comme pour PlayStation, mais qui sont plutôt orientés gaming. Et c'est très bien que Apple fasse du très haut de gamme, mais on peut pas dire que le MetaQuest fait la même chose que le Vision Pro. Ça, non. Fait la même chose. Là, je le porte, hein, donc il est très intuitif. Bon, il faut que j'utilise quand même les petites manettes. Il y en a 2. Après, d'après ce que j'ai compris, on peut passer à un mode manuel. Mais vas-y, connecte-le au Wi-Fi, tu vois. Mais non, il est connecté au Wi-Fi. Ça y est, c'est fait. Mais la difficulté, en fait, c'est que le problème, c'est qu'avant, j'ai porté l'Apple Vision Pro. Et là, c'est pas en sa faveur parce que la qualité d'affichage est à des années-lumière en faveur de l'Apple Vision Pro. C'est-à-dire que là, on sent qu'on est dans un univers qui est artificiel. Mes mains, là, je les regarde, elles sont déformées. C'est pas le cas sur le Vision Pro. Voilà, il manque tout le raffinement d'Apple. Après, c'est du raffinement. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Mais pour 550 €, c'est fort honorable. Exactement. Mais moi, là, déjà, ça fait 5 minutes que je le porte. Je commence déjà à le sentir un petit peu lourd. Après, il y a peut-être des réglages à faire. Ça chauffe, je commence à avoir un petit peu mal aux joues. Mais pour s'initier... Tu es sensible des joues. Oui, je suis très sensible des joues, tu le sais. Mais encore une fois, pour s'immerger dans la réalité virtuelle et pour s'initier, et si on a le budget, c'est largement suffisant. Mais encore une fois, si vous voulez aller plus loin et découvrir vraiment la spatialisation façon Apple, il faudra investir plus d'argent. Et encore une fois, cela va donner des idées à des concurrents d'Apple. Et cela va surtout donner des idées, créer une concurrence qui fera que le prix du Vision Pro va baisser. Ça ouvre le marché. Ça ouvre le marché. C'est top. Et c'est la même chose. Ça élargit le marché. Souvenez-vous quand l'iPhone est sorti, hein, Apple n'a pas inventé le smartphone, mais le smartphone était réservé à une classe assez particulière, plutôt B2B, des professionnels. Je vais enlever ce truc parce que ça me donne un peu mal à la tête. Mais bon, c'est très sympa pour jouer, j'imagine que c'est top. Moi, à un moment donné, le Vision Pro, j'étais tellement immergé tout à l'heure que je ne voulais pas l'enlever. Ouais, c'est ça. Je ne voulais pas l'enlever, c'était trop fun. Et ça m'a même fait un peu peur en disant je ne veux plus sortir de ce monde. Non, mais là, l'écran qui est là en permanence, voilà. Je te dis, c'est ce dont j'ai toujours rêvé. Quoi. Voilà. Un écran là. Bon. Là, je l'ai enlevé pour pouvoir voir le truc. Je vous vois, vous là, et deux écrans. En revanche, pour terminer sur les smartphones, quand Apple a sorti son iPhone, il a révolutionné parce qu'il n'a pas inventé l'iPhone. En Edge. Non, parce qu'il a su rendre accessible un produit qui était plutôt destiné à des usages professionnels. Pourquoi ? Parce qu'il était simple d'emploi, parce qu'il y avait un effet wow. Et à l'époque, l'effet wow, c'était l'écran multipoint et la possibilité de pincer pour zoomer. C'est ça qui a fait la différence. C'était ça. Là, pour le coup, c'était à l'époque toujours dans la même boîte de design, parce que j'avais Nokia comme client. Un cadre de Nokia m'a expliqué ce qui s'était passé ce jour-là. Quand il y avait très peu d'iPhone, comme très peu de Vision Pro, qui étaient destinés que dans un seul pays. On le sait, c'était toujours le même, comme pour le Vision Pro. On peut faire un parallèle d'ailleurs, parce que l'un a révolutionné le smartphone, celui-là va révolutionner, je pense, tout un tas de choses. Mais donc, il se retrouve dans le comité exécutif avec un iPhone. Et pour tout dire, les cadres de Nokia regardent l'iPhone de cette façon-là. Ils disent, mais c'est pas un téléphone. Et il y en a un huitième qui a eu l'idée d'appuyer sur le bouton et de faire ce fameux geste qui ouvrait le truc. Et il dit non, le problème il est là. Pas de clavier. Voilà, et là, et c'était ça. Et en fait, c'était ça. Et c'est qu'en
2 ou 3 ans plus tard, non 3 ans plus tard qu'ils ont créé une division smartphone équivalente. Et bon, de toute façon, c'était trop tard pour eux. On m'a même soufflé à l'oreille d'un moment donné qu'ils avaient un smartphone, mais qu'ils l'ont tué, qu'ils avaient peur qu'ils n'ont pas sorti. Il y avait le communicateur, mais ils avaient des smartphones. Tactile, tactile est là, mais proche bon. de l'iPhone dans le concept, mais ils se sont dit non, il n'y a pas de marché. Bref, il y avait un truc quand même important. Tu parlais de raffinement. Ouais. Moi, quand on met, en fait, au tout début, et c'est Didier l'a dit, quand on s'échange le Vision Pro, on a nos yeux qui sont adaptés. On en a parlé. Là, il n'y a pas de calibration. Voilà, il y a pas en tout cas pas immédiatement. En tout cas, donc en gros, et c'est comme on va chez l'opticien avec le pupillomètre qui nous permet de vérifier l'écartèlement, etc., pour voir si on est bien, si nos lunettes sont bien. Le raffinement, il vient aussi du logiciel, de la façon, et on voit déjà dès le départ que rien n'est fait au hasard et que finalement vous payez cher un produit et c'est pas anodin parce que bon, on peut avoir des problèmes de vision. Ici, je pense qu'on cumule. Juste transition. Voilà, on a des problèmes de vision chacun. Non, pas la vue, le prix. Oui, justement, on enchaîne sur est-ce que c'est le juste prix. Voilà. Bon. Trop fort ce Zibi. Non, qu'est-ce que tu veux ? Alors, c'était l'occasion de vous proposer un second sondage, car selon Tim Cook, à propos du prix de l'Apple Vision Pro, il a déclaré « c'est la technologie de demain ». Aujourd'hui, nous pensons que nous avons fixé le prix à sa juste valeur pour l'instant. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation ? Vous étiez majoritaire à répondre oui, 52,7% contre 47,3% à répondre non. Quand on voit la différence, quand on voit le gap, quand on voit ce qu'il permet de faire, quand on voit les perspectives qu'il ouvre, moi, ce qui m'intéresse de savoir au terme de ce chapitre, c'est à combien on peut espérer voir le Vision Pro d'ici 1, 2 ou 3 ans. Mais si aujourd'hui, Laurent, on s'intéresse juste au prix des composants, justement. $1 500. Voilà, on arrive aujourd'hui, il y a quelques petites associations et chercheurs chinois qui se sont intéressés à ça. Wilson XR qui annonce que le prix des composants additionnés, à mon avis, on est en dessous de la vérité, Christophe. Oui, on est légèrement en dessous de la vérité, effectivement. Mais en fait, vraiment, il faut qu'on arrête... un produit de $1 500 de technologie pure, c'est monstrueux. Hein. Non, oui, mais le truc surtout, c'est que... Non, ça veut dire qu'il y a la R&D, il faut qu'on arrête, arrêtons de parler de combien coûtent les composants. Arrêtons de parler de ça, parce que derrière, je le répète, mais ça paraît être une évidence, mais il y a de la recherche et du développement, il faut forcément de la marge. Depuis des années. Il faut de la marge, il y a une prise de risque, il y a du marketing, il y a aussi, en fait, on en parlait encore avec Julien Chiez, en fait, il y a des produits, il y a des composants qui meurent pendant la fabrication, en fait, du casque. Déchets. Donc ça tombe, en fait, oui, c'est ça, il y a des déchets technologiques, en fait, il y a des processeurs qui meurent, en fait, les M2, etc., en fait, c'est pas qu'en en créant pour en avoir un, hein. On en crée peut-être 2 pour en avoir un ou 4 pour en avoir 3. Enfin. C'est intéressant ce que tu dis parce que dans l'émission de la semaine prochaine, dans les 2 émissions de la semaine prochaine sur Jean-Louis Gasset qu'on a enregistré il y a quelques semaines déjà, Jean-Louis nous dit à un moment donné, on a eu un problème de prix, c'est que en fait on est parti sur un prix, on était parti sur le prix de fabrication de la machine, sauf qu'on a oublié que pour le vendre... Premier Mac. Hein ? Du premier Mac. Oui, pour le vendre, il fallait derrière mettre du marketing, et ça changeait ce prix. Et donc, il a fallu augmenter le prix parce qu'on avait juste pris combien ça nous coûte et voilà quoi. Et c'est $, on est passé à 2005. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est important. Et tu dis quelque chose de très très vrai. Ça, ce qu'on appelle ça, c'est la BOM, c'est la Bill of Material. Donc, c'est combien coûte chacun des composants à partir du moment où tu l'as. Mais il faut pas oublier qu'on a trouvé des preuves de recherche et développement chez Apple de ce produit il y a plus de 15 ans déjà. 2007. Ouais. Donc, t'imagines, 2007, c'est pas hallucinant. Non, mais juste pour vous donner une idée, en fait, un logiciel web, en fait, pour permettre de gérer des solutions mobiles ou ce genre de choses, en fait, juste la R&D sur une année, c'est 500 000 €, en fait. Oui, bien sûr. Donc, sur ce genre de casque, c'est juste dingue. C'est juste dingue, en fait, le prix de la recherche et du développement, quoi. Je crois aussi que, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que tous ces casques sont quasiment vendus à perte. Même le MetaQuest, etc. J'en suis d'accord avec toi. Non seulement ils ne gagnent pas d'argent, mais ils perdent de l'argent. Effectivement, quand on parle de prix de composants, on oublie le prix des hommes, des femmes, des enfants, tu vois, j'en sais rien. Il y a quand même tout le reste qui compte. C'est pas juste des composants assemblés. Donc c'est très important de dire ça. Et la plupart du temps, quand vous demandez à une entreprise est-ce que ces calculs sont justes, là, ces calculs de composants, ils vous disent tout le temps que c'est faux. Donc moi, je ne crois jamais maintenant quand on dit que l'iPhone coûte $200. Je pense que tout est faux, parce que de toute façon, ils n'ont pas accès au contrat, c'est des estimations. Et puis à la fin, il y a tellement de paramètres que c'est très difficile. Ils prennent des trucs... Avec les écrans, ils annoncent $300. À mon avis, on est très loin de la vérité. $300. On ne sait pas, tant qu'on n'a pas le contrat, on ne sait pas. Tu vois. Puis ça dépend de la production, ça dépend s'ils sont engagés sur 5 ans. Enfin,
Est-ce qu'il y a des financements? Est-ce qu'il n'y en a pas? Enfin, c'est tellement variable. Encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que ces études, cette R&D qui a conduit Apple à arriver où ils sont aujourd'hui, va profiter à l'ensemble de l'industrie, puisqu'ils vont simplement copier et faire la même chose. Voilà. Et là, ça va faire gagner un temps de dingue. C'est juste incroyable l'accélération que ça va permettre. Mais il y a un effet boomerang positif pour Apple aussi. C'est-à-dire qu'eux vont permettre de développer en fait, l'ensemble d'un champ des possibles, en fait, du nombre de personnes qui vont pouvoir acheter le casque. Mais en plus de ça, cet effet positif en fait, va leur revenir à un moment donné. En fait. Parce qu'eux-mêmes vont pouvoir faire concurrence à des casques moins chers à un moment donné avec un produit un peu plus entrée de gamme. Quoi. Alors, on aurait pu vous poser la question, quel serait selon vous le juste prix pour un produit comme ça pour qu'il devienne vraiment populaire? Comment vous le voyez d'ici 4 ou 5 années? On va faire un rapide tour de table avant de conclure cette émission. Christophe, raisonnablement. Juste un peu en dessous de 2000 € en fait, pour un casque de qualité, j'entends. Ça pourrait déjà être pas mal. Et d'avoir, donc ça c'est pour le produit un peu pro, on va dire. C'est-à-dire qu'il ne baisserait pas en qualité en termes de ce qu'il fait. Les nouveaux modèles iraient plus loin. Les modèles entrée de gamme pourraient faire largement ce qu'il fait. Exactement. Et puis, et des modèles à un jour entrée de gamme, en fait, situés aux alentours des 1000 €. Toi, tu y crois à 1000 € pour un Apple Vision Pro? Moi, je pense surtout qu'ils doivent utiliser en fait, une stratégie qui est utilisée, en fait, et on en parlait, vous verrez l'émission, en fait, je ne vous spoil pas en fait, avec Jean-Louis Gasset, mais on en a parlé. Je pense vraiment que cette stratégie dont parlait un peu Didier, dont parlait un peu Laurent, qui est le fait de créer des produits à marge négative, c'est une solution parce que du coup, derrière, en fait, on se rattrape sur les abonnements, on se rattrape sur le matériel, on se rattrape sur les services. C'est la stratégie Gillette. Stéphane, quel serait pour toi le prix pour que tu investisses? Que 4 000 $, 4 000 €, c'est pas raisonnable, évidemment. J'adore. Bien sûr, non, je trouve ça vraiment hors de prix et jamais j'achèterais à ce prix-là. Même en ayant les moyens, je trouve que c'est trop. Non, je suis d'accord. Par contre, est-ce que vous vous souvenez du prix de l'iPhone quand c'est sorti en 2007? $450. 399. Ouais, 399. Mais avec un abonnement. Bien sûr, on était coincé avec l'abonnement. C'est monstrueux à l'époque. Hein. Bah ouais, d'accord, mais 399. Regardez combien, si je vous dis ce prix-là aujourd'hui, vous achèterez combien d'iPhone par jour? Pas par jour, mais pendant plusieurs par an. Tu changes tous les 2 mois. Bien sûr. Voilà, exactement. Quand on est en attaque de marché, je pense qu'il faut savoir être raisonnable en termes de prix. Voilà. Et donc en gros, si on veut vraiment, il ne faut pas dépasser un certain palier, Donc c'est vrai que 2000 peut être quelque chose, 1000 peut être. Je peux me permettre une information supplémentaire. Vas-y. Il y a une histoire autour des cartes de crédit. Et des cartes de crédit, je ne vais pas le citer ici parce que ce n'est pas l'endroit, mais il y a une marque de carte de crédit en fait très haut de gamme. Et cette marque de carte de crédit très haut de gamme, pendant très longtemps, elle n'a pas fonctionné correctement. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas située au bon prix. Ils ont multiplié, en fait, je pense, par 10. Ne sortez pas sans elle? Je ne dirais pas le nom, en fait, mais je pense que le prix a été multiplié par 10 et les clients auxquels c'était adressé ont commencé à acheter. Donc le truc, c'est ne jamais donner l'impression que c'est pas cher, que c'est pas... Apple en a une bonne illustration. Voilà, c'est ça. Soit tu fais comme notre ami Xavier Niel, où tu te dis... j'ai un produit en fait que je vais donner au plus grand nombre en fait et je vais diminuer les prix et couper les prix dans tous les sens et c'est tout à fait respectable. Ou bien alors tu fais comme Apple en fait ou comme Ferrari ou comme certaines Porsche, etc. etc. Et tu peux pas en vouloir après aux éditeurs de ne pas développer d'application parce qu'il n'y a pas de marché. Alors justement, application, pas mal de réactions. Suite à leur sortie, une réaction d'abord de Mano sur Twitter, suite à leur sortie, l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch, on redéfinit complètement le marché, chacun dans leur domaine. Pensez-vous qu'il en sera de même pour le Vision Pro? Et autre réaction du Rémi Waring, la réponse est oui, je crois qu'on l'a dit au bout d'1 heure. Et pour Rémi, à savoir Dark Linux, alias Art Dark Linux Tweet, Tim Cook pense avoir trouvé son Macintosh, son iPhone à lui, mais la RV, la réalité virtuelle comme la réalité augmentée, ne parle pas au grand public. Apple va être obligé de recréer un Adobe si elle veut que cela soit un produit durable. C'est tout l'enjeu qu'on enchaîne. Est-ce que ce sera la conclusion de cette émission? Mais avant, peut-être poser la question, parce que j'ai oublié, excusez-moi, Laurent et Didier, à quel prix vous le voyez d'ici 3 ou 4 ans? Très rapidement, je donne exactement la même réponse que Christophe Degrave de Underside. C'est-à-dire, je pense qu'en fait, sur un produit pro, un peu au-dessous de 2000, tu vois, aux alentours de 2000, c'est quelque chose. Et si tu veux que le grand public l'adopte, il faut que tu sois à 999 pour, tu vois, parce que du coup, passer d'un MetaQuest à 500, 550 et à quelque chose qui vaudrait quasiment 2 fois le prix, mais qui serait d'une beaucoup plus grande qualité. C'est rapide quand même. Ouais, tu fais. Non, mais voilà. Par 4 ans, ça fait cher. Didier, ton sentiment?
Bon, je rejoins un peu ce qui se dit. Je pense que techniquement, le prix est bon, c'est-à-dire sur l'aspect technologique. Après, si on le vend au prix d'un Mac, il faut qu'il fasse les mêmes choses d'un Mac. Là, on n'en a pas du tout parlé, de la productivité, etc., parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Mais je pense qu'on fera déjà presque 1h40 d'émission. Mais voilà, mais je pense que tout va se jouer là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, on est quand même très très loin de l'ordinateur. C'est-à-dire qu'il fait des trucs cool. Mais je me vois absolument pas du tout. Tu vois, on a déjà cette discussion avec l'iPad. Exactement, Didier, j'allais te dire, l'iPad c'est pareil. L'iPad c'est pareil. Ouais. On dit c'est le remplaçant de l'ordi. Et finalement, il manque toujours un petit quelque chose. Il manque un petit truc, mais quand même, l'iPad, tu pouvais taper au clavier Day One. Il y avait plein de choses quand même. Les applications, tout. Tu arrives à retrouver un petit peu tes petits. Si tu sais un écran physique, ça coûte pas très cher. Enfin, je veux dire, c'est quand même relativement proche d'un ordinateur. Ils sont à peu près arrivés à leur fin parce que ça a envahi le marché. Là, on est quand même sur, pour l'instant, un micro-marché. Les éditeurs, est-ce qu'ils vont vraiment y aller? Est-ce qu'il y a vraiment un usage? Moi, j'ai pas la réponse, j'en sais rien, je pose beaucoup les questions, mais quand même, c'est très très dur de se prononcer sur un produit comme ça. En tout cas, en l'état, là, je terminerai juste par une petite expérience que j'ai faite. J'étais avec des ingénieurs de chez Google là, le jour de la sortie. Et c'était amusant parce que donc ils l'ont essayé, ils ont dit des choses très très intéressantes, exactement comme nous aujourd'hui. Les fenêtres devraient être peut-être un petit peu plus épaisses, avoir tout un. Enfin, ils étaient vraiment bluffés par la techno, etc. Donc le mec enlève le casque au bout d'1 heure et demie. Puis je lui dis maintenant, qu'est-ce qui te ferait le remettre sur la tête au-delà de l'expérience? Il n'a pas su me répondre. Android. Il n'a pas su me répondre. Donc, non, moi voilà. Le Mac étendu, Didier. Ouais. Ouais, est-ce que ça te hype assez pour aller l'emmener dans l'avion avec tout ton matos qu'il faut le Mac aussi? Pour l'instant, moi, je suis c'est un ordinateur spatial, c'est pas un prolongateur d'écran. Non, c'est sûr aussi. Voilà, théoriquement, c'est censé suffire à lui-même. La vraie question, est-ce qu'ils y arriveront à ça? Mais on ne sait pas, peut-être que oui, peut-être que le produit va... Alors, tu réponds déjà à la question du dernier chapitre de cette émission presse. Est-ce que l'Apple Vision Pro va être un flop? Alors, au vu de ce que tu as vu toi, aux États-Unis, Didier, on sait que l'argument fut fort, notamment sur la côte ouest. La côte est, c'était un peu plus modéré, puisqu'il y avait beaucoup moins. On sait que les chiffres sont bons, a priori, tu le disais dans le busomètre tout à l'heure, mais c'est des chiffres qui sont un peu faussés, parce qu'énormément de boîtes de développement se sont rendues, et de boîtes qui s'intéressent à Apple en général, sont achetés ce produit, tous les développeurs, etc. Donc, ça, voilà, il va falloir un peu de temps pour avoir un peu de recul. Hein. Si tu fais un parallèle avec, par exemple, le jeu vidéo, le Meta, celui de Meta, il est quand même assez positionné jeu vidéo. Il y a le PSVR 2 aussi. Donc le Meta, c'est quand même bien vendu. Hein. C'est quand même un joli succès. Le PSVR, je ne sais pas si on a les tout derniers chiffres, mais c'était, on va dire, dans des chiffres, c'était quelques centaines de milliers, je crois, de mémoire. Pour un casque, et quand même, il y a tout le catalogue PlayStation potentiellement qui peut arriver dessus. Il y a des expériences assez incroyables. Enfin, je ne sais pas si vous avez joué à Gran Turismo sur un PSVR 2, mais on s'y croirait dans la voiture quand même. C'est assez fou. Et il y a les manettes de Play, il y a tout le gaming derrière qui est assez incroyable. Et là-dessus, quand même, ça décolle pas autant que les consoles, alors que le prix, on va dire, c'est le prix d'une console, mais tu vois, il y a quand même l'expérience et tout derrière. Mais voilà, je sais pas, c'est très compliqué quand même est-ce qu'Apple vise vraiment du mass market? Est-ce qu'il vise vraiment des pros? Est-ce que le prix doit être à la fin à 200, 300 $? Moi, je trouve qu'on est en eau trouble. On a tout ce côté incroyable. On est vraiment hypé par le produit, par la techno. Mais c'est vrai que si on regarde beaucoup plus loin, est-ce qu'ils vont aller dans les jeux? Tous ceux que je connais qui bossent dans les jeux avec Apple me disent que ça les intéresse pas du tout, vraiment. Donc, j'ai pas l'impression qu'on va en avoir demain. Donc, ils vont essentiellement miser ça sur les applications. Donc, ça va être beaucoup du travail du côté des éditeurs. Et après, c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'œuf ou la poule, quoi. Est-ce que les éditeurs vont proposer des trucs incroyables? Si tu as un Final Cut, par exemple, un peu en 3D, j'en sais rien, tu prends tes clips avec les mains et tu te dis, tiens, je peux faire mon montage plus rapidement qu'avec l'ordi. Là, ouais, il pourrait y avoir un truc. Si c'est juste l'interface de l'ordi, il faut se mettre des trucs sur la tête et tout. I don't know, les amis. Il a lâché le mot à l'instant, Didier et Christophe, c'est presque plus les développeurs qui feront de cette plateforme un succès ou pas. Bien sûr. En tout cas, Apple a mis tous les moyens pour que ces plateformes soient à la hauteur et aux attentes de ce que peuvent produire demain les développeurs. C'est ça. Prenons un peu de recul en fait par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Donc effectivement, ce qui se fait aujourd'hui, ce sont des casques, sauf un casque français en fait, peu importe, on ne l'a pas ici, mais sont des casques en fait qui se tournent autour du jeu vidéo. Ça, c'est une première chose. Et c'est Microsoft qui est plus un casque de AR. Et donc, en fait, si on prend par exemple le PlayStation VR 2, c'est sûr et certain, et on en parlait encore aujourd'hui, que
Sony ne met pas les moyens pour que ça devienne un produit superstar. Tandis qu'aujourd'hui, et Didier est là pour confirmer et pour valider la vision, aujourd'hui, on a un CEO de boîte en fait, qui se présente dans l'Apple Store. On a un Apple Store qui est complètement revisité et on vire d'autres produits en fait, pour laisser la place à l'Apple Vision Pro. C'est une priorité pour Apple. Donc pour moi, ça fait une grosse différence. La deuxième chose aussi... Tu as des Apple Store pour tester le produit. C'est ça, exactement. Et l'autre chose, en fait, au niveau de la création logicielle, bien sûr, ce sont les logiciels qui font le produit. Point barre. Que ce soit les jeux d'un côté ou bien les applications de l'autre. Donc oui, on a besoin de killer app, oui, on a besoin de jeux vidéo, etc. Apple pourrait faire le choix de se positionner un petit peu comme le fait Nintendo aujourd'hui, à savoir que Nintendo aujourd'hui est son propre créateur de logiciels et le reste, c'est la cerise sur le gâteau. Apple pourrait faire ce choix-là. Ils le font avec Final Cut, ils le font avec certains produits. Ils pourraient très bien se dire à un moment donné, je suis mon propre studio de tel type d'application, de tel jeu vidéo, etc. Donc, ils pourraient le faire, en fait. Et c'est le début d'un... Ici, aujourd'hui, en fait, on parle du début d'un marché, en fait. C'est à peine, en fait, la première étincelle pour relancer le marché. Stéphane, est-ce que ça t'étonne pas qu'ils n'aient pas porté quelques applis pro Apple, justement je sais pas, Logic, tu sais, on a vu... Bien sûr. Ça. Pour l'audio, ça pourrait aurait de la gueule. Hein, bien sûr. Bien sûr. Ouais, tu sais, je pense aussi... C'est étonnant qu'il n'y ait pas une vraie killer app d'Apple, en fait. Ouais. À part la vidéo. Justement, c'est ça que je... Vous vous souvenez, pour l'App Store, il avait présenté Shazam à l'époque. Ça a donné envie. On montrait quelque chose qui allait au-delà de notre imagination à l'époque. C'est vrai que il manque quand même une killer app pour démarrer et qui pourrait nous faire un peu waouh et qui pourrait nous donner quelques... Oui, c'est sûr. Moi, c'est ça, je ne comprends pas en fait. Après, tu sais, c'est Shazam existait déjà sur d'autres smartphones. Oui. Il faut laisser le temps aux développeurs de prendre la dimension du produit, sa valeur ajoutée. Ouais, mais c'est aujourd'hui... En juin dernier. Non, mais en juin dernier, c'était un casque de réalité augmentée, un casque de réalité virtuelle, comme un autre. C'était présenté comme un ordinateur. Oui, mais les gars, je voudrais juste dire un truc. En fait, vraiment, aujourd'hui, la star, c'est pas une application. La star, c'est aujourd'hui le système d'exploitation avec l'interface utilisateur que nous a montré Laurent. C'est elle la star aujourd'hui. On ne veut rien, on ne veut pas parler de quelque chose d'autre. C'est quelque chose de nouveau en fait. C'est comme si à un moment donné, on avait dit voilà, ça c'est la souris et ça c'est l'application qui va avec. Non, approche la souris, vois ce qu'elle te permet de faire, etc. Donc l'interface utilisateur, c'est elle la star aujourd'hui et je pense qu'Apple l'a voulu comme ça. Laurent, je pense qu'il faut laisser un peu de temps au temps, quoi. Tu vois, dans 3 ans, on l'achète. Non, il est sorti. Oui, mais il est sorti il y a une semaine, quoi. Il est sorti aux États-Unis. Mais oui, aux États-Unis, non, il est sorti il y a une semaine. Donc, laissons le temps à tous ceux qui se sont dit tiens, j'ai quelques idées, je vais le tester, on va trouver quelques applis et tout. Voilà, quoi. Moi, j'étais assez sceptique quand j'ai vu la conférence de la WWDC. Sceptique parce que toutes les démos étaient faites en 3D, donc on n'avait pas véritablement une immersion. On se disait, bon, après la 3D, on peut lui faire dire et lui faire entendre tout ce qu'on veut. Et puis, quand j'ai mis le casque sur le nez ce matin, j'ai eu le même effet qu'en 84, la première fois que j'ai touché un Mac. Ni plus, ni moins. C'est-à-dire, on est passé du DOS, du PC, sans interface graphique, à un Mac, une interface graphique et une souris. Exactement. Il n'y avait pas de killer app à l'époque, hein, mais simplement, c'était un tout autre univers c'est une autre expérience qui pouvait donner et intéresser un autre usage de l'informatique pour le grand public. L'enjeu, c'est qu'Apple réussisse à convaincre que ça peut donner le plus grand nombre, que c'est vraiment l'avenir de l'informatique. Voilà. Et moi, j'ai eu ce sentiment-là ce matin, et j'ai eu un effet wow. Est-ce que sur la durée, bon, le casque, je ne vais pas le porter tous les jours malheureusement, mais sur la durée, j'aurais toujours envie de reporter ce casque, je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai eu cet effet wow. Maintenant, c'est aux développeurs de sortir leur application, et c'est vrai qu'Apple aura pu donner l'exemple, tu l'as dit, autour d'applications un peu plus professionnelles, un Final Cut, un Logic, ou même un GarageBand, iMovie, on laisse ça au musée, mais ça aurait été amusant. Mais effectivement, moi j'ai eu ce sentiment-là. Par le passé, quand Apple était aussi novateur si tôt, c'est-à-dire et apporter une telle valeur ajoutée, ils n'ont pas été au bout parce qu'ils étaient trop chers. Parce que voilà, aujourd'hui, ils ont une capacité de R&D, une capacité de vente, de distribution, de production avec des magasins presque dans toutes les grandes villes. Il faut le porter pour s'en rendre compte. Et là, moi, j'ai bon espoir de miser sur ce casque. Par contre, c'est vrai que tant qu'il sera à ce niveau de prix-là, il y aura un problème. Et quand on voit le nombre d'années qu'il a fallu au Mac pour descendre en prix, hein, quand même, hein, ça a mis quelques années. Voilà, c'est pas forcément. Hein, voilà, on se dit bon. Je pense qu'il va rester pendant longtemps un ordinateur et l'objet ultime à avoir, la Rolls de la VR, comme était le Mac à un moment donné, mais ça a failli tuer le Mac. Hein. Ça, il faudra à un moment donné qu'il puisse se populariser, et c'est l'enjeu pour Apple.
demain. Voilà, on a essayé d'être le plus complet autour de l'Apple Vision Pro. Merci encore une fois à la fois à Anderside qui nous a permis d'avoir ce casque et à Didier de l'avoir ramené des États-Unis. Merci Didier. Et puis merci à notre sponsor NordVPN de nous soutenir maintenant depuis plusieurs émissions et d'être au rendez-vous avec nous. On passe maintenant à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence juste avec Laurent. J'en ai deux, je fais mon... tu n'as pas le monopole du 2. Le premier, c'est que vous savez que j'ai une passion pour Invader. Et donc, en fait, Invader a sorti un truc qui est assez original. Franchement, c'est original. Il a sorti 10 ans d'Instagram. Donc en fait, il a imprimé son Instagram dans le livre. Donc en fait, c'est toutes ces stories, toutes ces publications Instagram. Donc il y en a fait 10 ans, 2013-2023. Et c'est génial parce qu'en fait, on revit l'histoire de Invader au cours des 10 dernières années. Et c'est assez génial. Donc ça vaut quand même, tu vois, entre presque 40 €. Mais tu revis et plein d'invasions, plein de choses qui sont passées. Mon deuxième, et tu vas comprendre pourquoi j'en ai un second, c'est parce que beaucoup de monde ne va pas pouvoir le tester, c'est Fruit Ninja, qui est ce fameux jeu où on coupe les fruits. Et tu veux que je vous montre ? Bah oui. Non, oui, tu veux le faire ? Ah ouais. Il va nous casser le studio, mais... Alors attends, je vous montre Fruit Ninja, parce que... je sais pas... il faut que tu te rapproches le plus possible de moi. Recule-toi au maximum. Voilà, attends, il faut que je l'envoie. Oui, tout à fait. On l'a fait tout à l'heure, donc hop, voilà, il est là, hop, voilà. Et donc, en fait, je vais me faire un carnage dans le studio. Je suis très inquiet. Voilà, carnage dans le studio. Préparez-vous. Et il y a Sensei qui va se lancer. On improvise. J'espère qu'il va pas mettre une demi-heure à charger. Ouais, parce que tout à l'heure, il a mis un peu de temps, mais je pense qu'en fait, c'est le premier chargement. Non, mais là, il faut meubler, là. Non. Tu veux pas qu'on fasse un autre petit coup de cœur en attendant ? Allez, Non, c'est autant ça. Oui. C'est bon, il va loader les 30. Donc en fait, il charge tous les fruits, là. Là, il charge les fruits, et après, et surtout, vu la longueur de la partie, je sais pas comment tu vas faire en plus. Alors, allez, on passe à Christophe le temps qu'il charge. Ah non, c'est bon. Ça y est. Ça y est, on peut basculer. Dans la pastèque, là. Crac. Super, donc ok, allez, j'appuie sur le bouton devant. On met pas le son, vous arrivez. Tac. Voilà, on peut pas l'avoir. Il y a le petit cochon, donc derrière, il y a tout au sol. Donc voilà, là, il y a les trucs. Allez. Ah, la bombe ! Tu t'es fait avoir. Je me suis fait avoir. Ah, donc là, c'est c'est vrai qu'en matière de jeu, il y a... C'est 4 000 € pour ça, c'est génial. Mais non. Ça te montre qu'il y a... Tu n'as jamais joué à Fruit Ninja, toi, tu peux pas comprendre. Donc voilà, on peut aussi jouer avec l'Apple Vision Pro. Bien qu'il n'y ait pas de manette. J'ai gagné mon premier truc, c'est génial, regarde. Et tu as fait quoi avec ? C'est ça. Tu es rabat-joie, c'est ce que tu étais, ce que tu es devenu, c'est pas incroyable. Hein. Non. Allez, on fait un premier Ninja Belt. Tac, ça y est. Sérieux, super. Didier, regarde. Tac. Voilà. Didier est convaincu, je suis désolé. Didier. Ah ouais. Allez, on lance. Est-ce que vous avez déjà fait des salles VR, les amis ? Oui. Bah voilà. Vous avez déjà fait ? Parce que les salles VR, ça existe depuis des années, tous ces trucs. Hein. Voilà. Mais en bien mieux, il y a des trucs, des jeux de plateforme, des jeux où tu te bats même à plusieurs, avec plusieurs casques. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, mais des choses deux avoir le même casque. Parce parce que les arguments. Ton environnement. Oui, des arguments. Moi, j'ai des arguments aussi. C'est parce qu'il donne des arguments, il sort quelque chose, une affirmation. Merci, Laurent. On va te Allez, j'arrête. Allez, on reste avec Christophe. Christophe. Alors, vous êtes prêts ? 1, 2, 3, tous ensemble. We are the world. We are the children. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Allez. Alors, ça vous rappelle quelque chose, les gars ? Non. Didier, ça te rappelle quelque chose ? Non. C'est Chanteurs sans frontières. Non. Alors, moi, ça me rappelle surtout en fait la chanson We Are the World en fait pour soutenir l'Afrique, entre autres Michael Jackson, entre autres. Et c'est un documentaire qu'on peut trouver sur Netflix qui s'appelle The Greatest Night in Pop. Et franchement, pour ceux qui aiment les années 80, mais surtout aussi pour ceux qui aiment les icônes de la musique, c'est dingue parce qu'ils ont réuni dans une pièce des cadors, des références du monde de la musique. On avait Tina Turner, Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, etc. Bruce Springsteen, Bob Dylan. Voilà, c'est un truc de fou furieux. S'il vous plaît, connectez-vous, si vous avez un abonnement Netflix, connectez-vous aujourd'hui, allez jeter un coup d'œil. En fait, ça dure pas très longtemps, c'est 1h10, je pense. Et si vous avez un Apple Vision Pro, il faudra Safari. Et allez voir, en fait, en plus de ça, c'est en spatial audio, pour ceux qui ont. C'est juste dément. Et alors vraiment, vous penserez à moi, en fait, à la toute fin du documentaire,
moi j'ai versé ma larme. Très franchement, je ne vous dis que ça. Je peux juste et c'est un truc de malade. Ce documentaire est exceptionnel, mais il y a en plus des bouts sur YouTube où on voit qui sont des grands artistes. Et Michael Jackson est un extraordinaire artiste. Ouais. Et Cyndi Lauper. Non, surtout pas. Stéphane, on enchaîne avec ton coup de cœur. Non, moi alors, comme mon coup de cœur a été pris par mon voisin de droite. Mais c'est faux, hein. Tu n'as pas l'exclusivité de Netflix. Pas de problème. Je vous ai pris une application qui s'appelle MLC Chat, qui a pour vertu de tester des modèles d'intelligence artificielle en local, et dont 2 qui n'ont pas encore pu être testés par beaucoup. En l'occurrence, Llama 2 par Meta et Mistral. Voilà un coup de cœur original. Voilà, et Mistral, la licorne française. Donc, je vous encourage de télécharger donc MLC Chat. Vous allez pouvoir télécharger les modèles que vous souhaitez. Donc, en gros, moi, j'ai téléchargé ces 2-là, mais il y en a un 3e également, mais qui m'intéressait moins. Et après, vous pourrez faire votre benchmark, à savoir entre ChatGPT 4, qui peut être d'ailleurs accessible gratuitement grâce à l'application Microsoft Copilot, et Google Bard. Donc vous avez les 4 grands modèles aujourd'hui d'IA, en tout cas de chat d'IA générative. Et donc grâce à ça, vous allez potentiellement pouvoir être des spécialistes de l'IA en 2 secondes et demie en testant Mistral. Et pour moi, de loin, c'est le meilleur. Et c'est pas parce que c'est français. Voilà un coup de cœur original. Plutôt qu'une série, ça nous change un petit peu, Stéphane Zibi. De mon côté, on a reçu ça de chez SteelSeries. C'est leur dernier micro XLR USB-C. Alors à la fois, c'est un micro XLR classique pour faire du podcast notamment. Et puis vous avez en déporté, vous avez, tiens, je te le montre sur le côté. Ici, vous avez une petite interface comme une carte audio qui permet de régler le gain, les volumes, couper les micros. Donc c'est très bien. Super quali, si vous voulez vous rendre compte de la quali, c'est vous vous connectez sur le live qu'on a fait la semaine dernière avec Laurent, Christophe et Didier et Stéphane, et vous verrez le son que j'ai, il est vraiment top. Le seul défaut, c'est que l'application n'est pas encore optimisée pour Mac. On a hâte qu'elle arrive pour pouvoir avoir tous les petits. C'était en natif, en natif, j'ai les réglages de base, mais je peux pas aller aussi loin, mettre de la reverb, de l'écho, jouer comme un vrai. Pour avoir une vraie voix de DJ. Avoir une vraie de DJ, comme à Ibiza. C'est qui Didier? Je ne connais pas. Didier, il est là-bas. SteelSeries, alias Pro, ça vaut autour des 200 € et c'est un super produit si vous cherchez un produit de podcast pour faire, vous voulez vous mettre à YouTube, c'est le produit qu'il vous faut. Le coup de cœur de Didier. Didier, ton coup de cœur, mon chéri. Excuse-moi, je t'ai oublié. Quand même. Ouais, j'en avais plein cette semaine, je ne savais pas trop quoi vous dire. J'ai les nouveaux DJI Mic 2 qui sont fabuleux. Vraiment, ces micros sont géniaux. Tu les branches dans la boîte, ils sont tous chargés. Ils se branchent sur tous les iPhone Lightning, USB-C, sur ton Mac. Là, je les utilise, tu vois, là maintenant. Ces trucs-là sont super. J'avais un deuxième coup de cœur, c'est dans le scope, c'est le sac qu'Apple. Alors il est très cher, il est 300 $, mais le sac de transport. Je voulais t'en amener un, Christophe, je suis désolé, mais je crois qu'ils en avaient plus le jour où je l'ai pris. Mais vraiment, ils ont fait un super sac pour transporter le Vision Pro et il est presque indispensable parce que je vous l'ai dit, j'ai déjà un petit peu griffé sur le verre et je pense vraiment qu'il faut faire gaffe en le transportant. D'ailleurs, fais attention quand tu reviens en Belgique à bien le mettre dans un sac à dos parce que non seulement il faut protéger ça, mais il faut protéger aussi l'intérieur et même sur les côtés, il peut prendre un petit peu les marques. Donc c'est ça qui est génial, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour mettre tous les accessoires. Moi j'ai mis 2 batteries, j'ai rajouté aussi les sangles, etc. Donc tu peux vraiment tout mettre dedans, il y a beaucoup de place. Par contre, il prend de la place aussi, c'est pour ça que je dis que ceux qui prennent le Mac plus le Vision Pro pour faire du Final Cut dans l'avion, c'est vraiment qu'ils n'ont pas de problème de bagages. Et puis, dernier petit coup de cœur aussi. Didier, je voudrais juste t'interrompre en fait, par rapport à ça, pour te remercier officiellement en fait, de toute la logistique que tu as faite. Et puis franchement, en fait, pour remettre en avant le fait qu'on refait le Mac et Electric Dreams, en fait, c'est surtout une bande d'amis, en fait, et c'est sans cesse s'aider les uns les autres, en fait, être présents les uns pour les autres. Bravo. Et franchement, c'est au top. C'est vraiment au top. C'est quand même une énorme prod. Hein. Olivier aussi travaille énormément. C'est ça. Et on n'en vit pas, on fait tout ça quasiment tous bénévolement. Et c'est vrai que les gens ne le savent pas, ils ont l'impression que c'est beaucoup, mais c'est beaucoup de boulot, c'est énormément de boulot. Ouais. Exactement, c'est beaucoup de boulot, donc merci à tous, à Olivier en particulier aussi et Didier pour la partie logistique, merci beaucoup. Et surtout dire aussi qu'on a vécu le lancement d'un nouveau produit
Et le fait de le vivre ensemble, c'est tellement mieux que juste l'avoir égoïstement en fait pour soi en fait. Et ça en fait c'est top parce que franchement, moi ça me fait vachement plus plaisir de le voir sur la tête de Laurent, celle d'Olivier, celle de Stéphane, etc. Donc merci Didier en fait, pour toute cette logistique. Bien sûr, toi en particulier aussi. Pas des cœurs dans le... donc non, c'est vraiment top. En fait, je voulais juste mettre ça en avant parce que trop souvent en fait, il y a de l'énergie négative dans ce monde hein, et ici sur On refait le Mac, en fait, je trouve que c'est top. Il y a jamais, c'est toujours pour aller de l'avant en fait en termes d'amitié. Donc bravo et merci à tous. C'est pourquoi ça ne durait pas, c'est à cause de moi? Mais non, je rigole. Oh là, ça commence. C'est la fin de ce 62e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera destiné et dédié aux 40 ans du Mac. Et merci la régie. On demande de voir Stéphane avec. Oui, mais si tu veux, mais ça va être un peu compliqué là. Si, je mets la place de Laurent. Okay. Ouais, alors voilà, mais si je peux terminer mon temps, je peux pas. Non, vas-y. Non, mais 1h56 d'émission quand même. On a quand même des équipes derrière qui travaillent 24/24 là à cause de vous. Et oui, donc je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine donc pour le deuxième numéro, la deuxième série d'émissions sur les 40 ans du Mac. Il y en aura d'autres tout au long de l'année, on vous promet. Et on reçoit Jean-Louis Gasset qui va nous révéler le secret du lancement du premier Macintosh et comment le Macintosh est devenu au fil des ans un succès avant qu'il ne faille disparaître. Et le retour salvateur de Steve Jobs. Assis-toi, tu seras mieux au milieu des années 90. Et pour être prévenu, ça va? Tu es bien? Je suis très très bien. Et pour prévenir en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit pouce. Et n'oublie pas de cliquer également sur le... Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe au milieu, on ne va pas le savoir. Tu n'as pas le droit de toucher mes fesses, merci. Bref, et puis n'oubliez pas, nous ne sommes plus en vidéo sur Apple Podcast, c'est tout à fait normal. On est limité à 720p, on préfère la 4K sur YouTube. Donc si vous voulez la vidéo, vous allez sur YouTube, maintenant sur Apple Podcast, c'est exclusivement l'audio. Voilà, merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Salut, au revoir. Salut. C'est vrai que ça aurait été bien de faire toute l'émission avec, hein. C'est vrai, mais je sais pas comment.